Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 all time. C'est lundi. Oui monsieur. Lundi all time ce coup-ci. Yes sir. Pas de top 10 actuel la semaine dernière. Bam bam bam. On a classé tranquillement. Qu'est-ce qu'on a classé déjà? Les joueurs de moins de 25 ans. Les joueurs de moins de 25 ans. Tranquille. Encore une guerre sur les réseaux sociaux, encore savoir qui est sur le côté, quel est le meilleur pivot, les matchs à voir avant de décéder, tout ça, les joueurs révolutionnaires. Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Trash Talk, la chaîne YouTube préférée de votre joueur préféré, qu'il soit bagué ou non. Merci évidemment pour ceux qui ont remarqué, on a mis des joueurs de légende qui ont été bien titrés. Bien sûr. Avec des gros titres, comme on dit. Le Top 10 All Time, c'est évidemment le rendez-vous de ce lundi. Une semaine sur deux, un Top 10 All Time, une semaine sur deux, un Top 10 actuel. On se retrouve parfois pour de l'actu ou des grandes histoires dans le rétroviseur pour parler de toutes ces légendes du jeu qui nous ont marqués. Aujourd'hui, on va parler de bagouses, de bijoutiers et de joaillerie. Ouais, on va parler des plus belles bagues de tous les temps. Sujet passionnant, ouais. Où on va mettre pas mal de contexte, on a pas mal d'histoires et d'anecdotes et de choses à raconter. Petite précision, parce que nous on en a beaucoup parlé en off avant pour préparer ce top 10. L'angle, c'est le fait d'avoir gagné le titre, mais donc le noyau de la discussion, le critère que tu peux prendre peut très bien être un joueur telle année, c'est possible. Pour toi, la plus belle bague, c'est... Celle de machin, en telle année. Tony Kawhi Parker en 2007. 2019. Exactement. Ou bien une équipe. Ou... Alors, tiens, tu sais quoi? Exemple, simple, efficace, on verra si c'est dans nos 10 avec Bastien. Tu peux très bien avoir les Mavs 2011, tu peux avoir Dirk 2011. Absolument. En soi, c'est la même bague, mais en gros, tu la présentes pas tout à fait de la même manière. Dans les deux sens, ça peut marcher. Et pourquoi? J'avoue que moi, je suis très équipe. Oui. En termes de classement de bagues, pour moi, les bagues sont des éléments collectifs, mais je comprends aussi que certaines bagues soient symbolisées par des joueurs. Oui. Et que donc, ça rentre dans un classement. Tout à fait. De toute façon, on va vous expliquer tout ça avec les critères. Alex fait bien de le dire d'entrée. C'est que en fait, tout ça vient notamment d'une discussion où on était là genre, oui, mais attends, on fait le top 10 des bagues, des joueurs, des équipes, on va prendre tout le monde, toutes les bagues. Donc vous pouvez le faire vous aussi, évidemment, votre top 10, même déjà répondre avec un podium. Quelle est selon vous la plus belle bague de tous les temps? Clac, là, votre réponse tout de suite, c'est celle-là. C'est celle-là. Parce que oui, dans l'histoire, Alex, quand même, les bagouses, on en croise, on en voit. Et puis, même si tout le monde finit avec la babague, quand t'es champion, il y en a qui, de par le contexte, le parcours, ou émotionnellement, ou ce qu'on a retenu, ou ce qui a été vécu, ou les performances qui ont eu lieu, on en vient un petit peu à classer les bagues, quoi. Il n'y a pas de bagues insignifiantes, mais il y a des bagues qui sont plus significatives que d'autres. Oui. Et plusieurs critères à ça. La campagne de play-off qui a été effectuée, la qualité de la campagne de play-off, les adversaires qui ont été rencontrés, le contexte global, de quel genre de régulière tu sors. Est-ce que tu étais au fond du trou 2 ans auparavant ou est-ce que tu étais en back-to-back champion en titre, tu vois? Genre, il y a plein de paramètres différents qui peuvent expliquer un contexte qui fait qu'ensuite les péripéties qui ont été... traversées, on traverse des péripéties. Bon, bref, on cuisine les aventures qui ont été vécues tout au long de la campagne, du début de la saison régulière à la fin des playoffs, font qu'on se dit attends. Mais cette bague-là, c'est n'importe quoi. Incroyable. Voilà. C'est incroyable. Est-ce que ça a eu des conséquences extraordinaires sur la façon dont on avait de voir ce joueur ou cette équipe? Bon, ça, c'est un des critères. C'est un des critères, attention, parce qu'il y en a parfois, on est là genre, oups, avant cette bague, c'était plutôt ce range-là, et puis depuis qu'il a gagné Est-ce qu'à l'intérieur de cette bague, il y a un joueur qui a fait une masterpiece de bout en bout? Peut-être. À ce moment-là, ce sera peut-être une bague de joueur ou d'équipe, on verra. Est-ce que ça peut être la bague d'une équipe, mais parmi les critères, c'est que c'est la masterpiece de tel ou tel gars? Exactement. Tout ça, de toute façon, on va vous l'expliquer. Il y a eu des moments émotionnels complètement inoubliables dans l'histoire NBA qui font partie du titre. C'est pour ça qu'évidemment, comme chaque lundi vous le rappelle, il y aura une part excellente d'objectivité, mais aussi de subjectivité, puisque certains ont vécu les bagues de manière différente. Une bague qui a été vécue comme un désastre pour certains est un chef-d'œuvre pour d'autres. Évidemment. Et donc parfois ça peut être... Mais même si tu vis une bague comme un désastre, tu peux reconnaître que c'est une grande bague. C'est possible. Dans ton classement, je sais pas, on verra. C'est possible. C'est tout à fait possible. Ce qui est sûr, c'est que comme d'habitude, on vous attend avec vos suggestions de top 10, qu'ils soient actuels ou all-time. Vous foncez dans les commentaires. Merci à celles et ceux qui sont déjà en train de s'égorger entre des noms que je ne vais pas citer, parce que sinon ça va partir en couille. Lundi,
qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le lundi, il y a aussi des gens qui sont avec nous, comme Alex est en train de le porter, et comme je suis en train de le porter, c'est le point sponsor avec nos amis de Decathlon. Moi j'ai leur petit sweat NBS, simple, efficace, le gris avec le logo blanc, très cool, encore une fois, vraiment c'est des produits cool à porter. Bonne qualité avec le petite fraîcheur là, hein, qui nous a rejoint ces dernières semaines. On Bien est sûr. content. Tout à fait. Sachez que si vous ne le saviez pas encore, Decathlon a un partenariat Oh oui. avec la NBA. Quand même. Dans le cadre de ce partenariat, ils font des jolis produits lifestyle, des sweats, enfin des sweats à capuche, des hoodies, pardon, excusez-moi, des sacs. du matériel, du textile d'entraînement, du short, du t-shirt et compagnie, Des paniers. et de la chaussure. Ouais, tout. La chaussure assez cool. Effigie Bulls, Effigie Heat, Effigie Warriors, Celtics, et j'en J'y fie des idées ont du génie. J'en oublie une, Warriors, Celtics, Heat... Lakers, tout à fait. Comment puis-je les oublier ? Oh là là. Est-ce que les Lakers seront dans le top 10 de Alex ? En tout cas, moi je porte. Est-ce que les Lakers ont une des 10 plus belles bagues de l'histoire ? Ouh, on verra. Est-ce que On verra. Moi, en tout cas, je porte un pull des Warriors. Est-ce que les Warriors ont une des 10 plus belles bagues de l'histoire ? Je vous laisse Non mais, faire vos 10. vraie question. Peut-être 2016 qu'on retrouvera. 2016, ça c'est pas bien fini. Peut-être qu'on retrouvera cette franchise dans le top 10. Peut-être. Ou pas, hein. Peut-être. Voilà. Ça y est. L'ambiance est posée. L'ambiance est posée. Maintenant que le point sponsor est fait, bien évidemment, on va pouvoir sortir les tablettes et manger gentiment. Juste des derniers éléments de critères. Toi, comment est-ce que tu as fonctionné et tout ? Parce que, je le disais tout à l'heure, on a quand même eu une discussion pendant plusieurs semaines où on se disait, mais attends, est-ce qu'on fait les joueurs parce que c'est tel joueur, mais en même temps, il y a des équipes où c'est la bague de tout le monde. Désolé, je prends un spoiler parce que je le fais quand même. Quand vous voyez par exemple ce qui s'est passé en 2014 avec les Spurs, c'est difficile de dire c'est la bague de Duncan ou de Popovich. Donc on ne pouvait pas faire juste un classement des plus belles bagues de joueurs parce que sinon on l'aurait attribué à qui ? Donc c'est pour ça aussi qu'on ouvre la porte, quoi. Tout à fait. Même dans ton tableau final, il y aura des joueurs et des équipes. Moi, j'étais même parti dans le sens inverse. C'est que moi, j'avais, dans un premier temps, trié toutes les bagues en angle équipe. En angle équipe. Oui, bien sûr. Parce que j'ai du mal à associer la bague forcément à un seul joueur, moi. J'ai du mal. Je comprends. Après, à l'intérieur de chaque bague d'équipe, il y a des 1 ou des joueurs que je ressors, évidemment. Mais ça reste... t'en parlais tout à l'heure, des Warriors, si t'as envie de mettre les 2015, c'est pas Iguodala évidemment, Curry c'est compliqué, c'est les Warriors 2015. Ah, tout à fait. Par exemple, c'est un exemple. Bien sûr. Maintenant qu'on est bon. Ouais. Est-ce que tu acceptes cette tablette avec ce stylo, avec Allez. cet effaceur, tu me fais un backflip et tu me dis ce que tu manges aujourd'hui s'il te plaît Alex, car lundi, qu'est-ce qu'on mange ? Mais c'est pas pratique, c'est pas créé. Oh là là. Bon, ça va. Ouais. Ah bah on mange C'est du bon. stylo, comme on dit. Ouais. Moulinet de légumes avec des petits croutons. Voilà, des petites pommes de terre, des petites courges. Moulinet, pas velouté, moulinet plutôt. Moulinet, ah ouais, non, moulinet, moi j'aime bien quand il y a des... quand on est entre la purée et la soupe, je suis content, moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Très bien, bien sûr, bien sûr. Voilà. On veut pas juste le truc à la paille, quoi. Non. On veut des morceaux. Ouais, les morceaux de légumes, si tu mets les petits croutons, c'est très bon. Croutons à l'ail ? Très bien, croutons à l'ail. Ou voire tu mets des micro petits bouts d'ail quand tu fais cuisiner tes légumes dans la casserole. Pardon, monsieur. Léonce, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? J'ai rendez-vous au resto petit burger chez Joe Allen. Joe Allen. Étienne Marcel ? C'est une valeur sûre. Étienne Marcel ? Ça fait longtemps. Ouais, Étienne Marcel. Ça fait plaisir. Demain, tu vas pas manger, mon gars. Oh la vache! Ah vache! Ah, c'est complet. Allez, on va rester sur les potimarrons et les butternuts. Vous faites ce que vous voulez, mais en ce moment, c'est la saison. Donc, on soutient les petits producteurs. Surtout nos amis de l'Hexagone qui font du bon travail. Dites-nous ce que vous mangez. On va devoir se poser bientôt un numéro 10. Avant ça, grand classique, des mentions honorables. Y a-t-il des gens qui ont fait là leur top 10, comme Alex, comme Ibi, et qui se disent... Lui, ce joueur ou cette équipe, je n'ai pas réussi à les rentrer dans mes 10. Alex, est-ce que tu as une mention honorable à balancer ? Oui. Je sens qu'on va se spoiler, ça va être très drôle. Voilà. C'est pour ça que je réfléchis. Moi, je peux t'en balancer une là si tu veux. Vas-y, envoie. Est-ce que dans tes 10, tu as Yanis 2021 ? Non, c'est une grosse mention, je ne l'ai pas mise. D'accord. Mais Vous pourriez dire les Bucks 2021, mais c'est vrai que Yanis, le parcours de 2021 et la signification de cette bague, ce qui s'était passé, on parle évidemment de ce joueur qui fait un parcours de playoff énorme dans la conférence Est, qui se blesse. On est en finale NBA où on est mené 2-0, et quand on voit ce que ça a donné après dans l'appréciation qu'on a de Yanis et dans ce Game 6, dont Alex se souvient très très bien, je pense, à 50 points, quand on a
évidemment, quand on a les larmes de Giannis et on voit la libération pour un compétiteur comme lui d'avoir remporté cette bague, il y avait quelque chose de très beau. J'étais en live à commenter avec toi et avec Simon, et il y a eu cette phrase qui est sortie, on a dit, c'est vraiment la coronation de Giannis, on a senti que c'était lui qui devenait le roi de la planète basket. Tout à fait. C'était un très très beau moment, une très belle bague pour les Bucks et Giannis Antetokounmpo. Ouais, Bucks 2021, faut pas oublier le sweep du 8 au premier tour. Faut, avec Middleton qui met un gros shoot clutch au game 1 et derrière le hit, ils explosent. Et Giannis dit qu'il faut pas jouer avec sa bouffe. Exactement. Les Bucks à l'époque en 2019, c'est gros bilan, mais finale de conf contre les Raptors de Kawhi. En 2020, ça se fait niquer au premier tour, ou en demi-de-conf peut-être par le Heat. Donc c'est des bonnes grosses déceptions, alors que tu as fait des vraies grosses régulières. Et la saison 2020-21, ils font une moins grosse régulière. Un peu moins grosse, ils sont que 3e je crois de l'Est ou un truc comme ça. Et pourtant derrière ils vont faire le taf en play-off. Et non seulement il y a ça qui fait que c'est une très belle bague, il y a Giannis qui fait que c'est une très belle bague, et il y a cette série contre les Nets aussi, qui fait que c'est une très belle bague. KD, tu choses trop grand mon grand. Tout à fait. Tu vois, donc non, c'est énorme. Ça mérite une bonne grosse mention. Moi j'étais pas si loin que ça de mettre ça dans mes 10. Et bien sûr, tu as une mention honorable que tu vas me spoiler gentiment là, vas-y balance. Ouais, j'en ai. J'ai les Knicks de 70. Ça va. Tu l'as pas dans tes 10 ? Ok, moi non plus. Quelle bague. Pour autant, c'est de la belle bague, ça. Quelle bague. Là, j'ai bien dit Knicks 70. Je sais, Willis Reed Game et tout, mais non. Oui, Walt Frazier ce sont Game. les Wilt, ce sont les Knicks de 1970. Les Knicks de Wilt. Face à Wilt, c'est The Garden Was Eden, c'est Walt Frazier, c'est Dave DeBusschere, c'est Bill Bradley. C'est Bill Bradley, c'est Phil Jackson. Phil Jackson, évidemment. Willis Reed, c'est une équipe ultra collective, c'est un peu le collectif, la définition du collectif selon New York. Dick Barnett. Parcours super, Madison Square Garden en feu. Ouais, Game 7, en plus tu gagnes la finale sur un Game 7, enfin. Masterclass de bague, mais pour rentrer dans les 10, il m'en fallait un tout petit peu plus. On tente une dernière mention honorable ou t'as envie tout de suite de pas te mettre ? Vas-y, tente. Je n'ai pas les Lakers de 2001. Les Lakers de 2001, non, moi non plus. Non. Voilà, c'était juste pour les mentionner. Voilà. À toi. Non, mais je veux dire par là. Ah ouais, non, je les ai pas. Non, je te confirme. Dans une forme de beauté, si certains aiment ça, le fait de démolir la compétition, parce que c'est quand même une équipe qui en fait perd un seul match et est en sortie de ce qui s'est passé en 2000 avec Shaq et Kobe. Certains aiment la vague de 2000, certains aiment la vague de 2001, certains aiment la vague de 2002. Dans ce triptyque-là, la vague de 2001, certains disent que en termes de domination, c'est assez difficile d'aller les chercher quand même. Mais en termes de beauté, je les mets quand même assez loin. Voilà, et puis oui, bien sûr, mais limite celle de 2000, dans ce cas-là, je la mets presque au-dessus. T'inquiète, c'était pour mentionner les 15 parce qu'après ils sont pas dans le top 10. Oh non, mais voilà. Moi j'ai une autre bague, mais du coup je vais pas... Non, je vais pas, parce que je pense vraiment que tu l'as dans tes 10, toi. Okay. Moi je l'ai pas mise, mais c'est vraiment une très grosse mention qui gratte très fort. Tu peux donner un indice si tu veux, et on va tout de suite couper. Un indice ? Ouais. C'est on a commenté un gros shoot en direct. Ah, t'as pas 2016 2019 Ouais. Non, t'inquiète, elle est Raptors. Pourtant, elle était, pourtant, elle est 11ème là chez moi. Attention. Elle est 11ème, elle était à la bataille avec Parce que en fait, je me suis replongé dans le run des Raptors. C'est quand même un délire. Seule franchise non américaine à avoir un titre, le run est fou. Vraiment, c'est un emploi d'un an, quoi. C'est genre, on va tout mettre. Trade avec Marc Gasol, récupération de Kawhi, c'est énorme. En fait, ce qui m'a empêché de la mettre, c'est que finalement les finales sont gâchées par les blessures. C'est pas pour enlever du mérite aux Raptors, mais juste ça me les fait sortir des 10. Léon, il a adoré cette bague. Il y a la photo et tout. Enfin, la photo de Kawhi et tout. Ah oui, contre Sixers. Ouais. C'est quand même des signes, tu vois. Mais tu vois les finales, Klay Thompson qui était en train de les tabasser qui se blesse, KD qui était blessé au mollet. Paf. Ah, je comprends. Voilà, donc c'est pas rentré. Ah bah ça se mentionne très très fort. Je pensais même que Bastien il les avait. On a réussi à faire des mentions honorables sans se toucher les orteils. Allez, un petit 10. On va pouvoir placer tout de suite un numéro 10. Arrête de déconner là. Équipe ou joueur, quelles sont les plus belles bagues de tous les temps en NBA, bien évidemment. On va commencer avec qui, tiens. Alex qui nous a mis les Warriors de 2022 et j'ai monsieur Bill Russell de 1969 qu'on peut aussi évidemment étiqueter les Celtics de 69. Alex, parle-nous des Warriors de 2022, petit spoiler, ils sont dans mes 10. Ouais, c'est une belle bague hein. Très belle bague.
C'est une belle bague. Et puis là, en plus, je trouve qu'il y a un contexte qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a dominé. On parlait de dynastie, champion en 2015, finaliste en 2016, champion en 2017, champion en 2018, finaliste en 2019. J'ai à 5 finales d'affilée, 3 de gagnés. Il y a juste un back-to-back entre guillemets, mais t'es à ça du forever. T'es à ça du forever. Le ça, on va en reparler. Et donc, il y a un côté Klay Thompson qui se blesse, 2 saisons blanches, KD qui part, enfin, tu vois, genre une équipe qui se reconstruit. Et là, la saison 2020-21, qui est un calvaire absolu, Steph Curry qui se pète la main, enfin, tu vois, c'est vraiment l'enfer, quoi, c'est le calvaire. Et en 2022, alors que quand même, on est quand même pas mal à dire, bon, les Warriors, voilà, c'est derrière, ça a vieilli, Peut-être machin. falloir penser à se reconstruire. Ça a vieilli, ça machin, peut-être falloir penser à tanker, tout ça, enfin bref, voilà. Ils l'ont fait pour Wiseman, tout ça. Non mais voilà. Voilà, et donc t'as une belle saison régulière. Ils sont 3e, je crois, ou un truc comme ça. Ou 2e. Enfin, ils sont bien, une belle régulière. Derrière, t'as un run de playoff qui, dans sa globalité, est magnifique. Avec Steph qui est un peu blessé, qui commence sur le banc, Jordan Poole qui explose, il avait fait une belle régulière et puis il explose à la face du monde en début de playoff, avec un Steph qui le pousse, qui joue son rôle de leader, qui quand il réintègre le groupe, il rentre par le banc dans le groupe. 3e. Hein ? 3e de l'Ouest, je vérifie. Voilà, il rentre par le banc dans le groupe et tu as Clay et Draymond qui revivent un peu. On retrouve ce trio quand Steph après redevient titulaire. Steph va commencer à bien tabasser la concurrence. Il va vraiment... Je trouve que c'est... En fait, il me fallait une bague comme ça. Elle est tellement importante, cette bague, dans la carrière de Steph Curry, en fait, finalement. Genre, Steph, dans ces playoffs-là et aussi dans ses finales, il a mis les points sur les i. Oui, je suis un des plus grands leaders de tous les temps. Et oui, bien sûr qu'il y a erreur en 2015, je devais être MVP des finales. Et bref, et oui, c'est mon équipe. Et oui, c'est chez moi. Et en plus de ça, t'as du Clay et du Draymond qui sont vraiment bons. Kevin Looney, pardon. Non, mais c'est... Pardon. On l'appelait Moses Malouney, on l'appelait. Non mais franchement, n'importe quoi. Donc j'ai parlé de Jordan Poole, Wiggins. Attends, non, faut rappeler que cette bague, la finale... Bon, elle est un peu plus haut. Hein ? Elle est dans mes 10, c'est un peu plus haut. T'es d'accord, quoi ? Ah, bien sûr. La finale contre les Celtics, genre, c'est là où les gens disaient « Hey, lol, est-ce que Jason Tatum est vraiment plus fort qu'Andrew Wiggins, quoi ?» J'exagère un poil, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ils ont appris à une franchise en finale NBA comment être champion, et preuve étant, cette équipe est devenue championne 2 ans après. championne 2 ans plus tard. Donc ouais, non, je l'ai qu'en 10, après on va pouvoir discuter de l'ordre, hein, parce que c'est pas évident à classer. Tout à fait, j'ai Monsieur Bill Russell en 1969. Vous pouvez faire comme Alex notamment et mettre les Celtics, puisqu'évidemment une bague c'est collectif, c'est toute une équipe, mais impossible de m'enlever l'image de Monsieur Bill Russell, qui est le joueur le plus important de cette équipe et le coach également de cette équipe, pour tout simplement sa dernière saison en NBA, pour son dernier run, The Last Dance de Bill Russell. Et si on allait remporter une bague en tant que coach et joueur chez les Lakers de Jerry West. En 7, qui va être MVP des finales, monsieur Jerry West, dans la loose bien comme il faut, le fameux Bill Russell qui se ramène avant le match ultime et qui dit merci, ils ont mis des ballons au plafond, ils ont mis des messages, pour ceux qui l'ont pas, on l'a raconté plusieurs fois, hein. Nous sommes au Forum de Los Angeles et les propriétaires, tout simplement les Lakers, ont dit alors on va accrocher des ballons au plafond, Ils se sont un peu emballés. Comme ça, on va lâcher les ballons quand on va gagner le titre. Et puis, on a mis un prospectus sur le siège de tout le monde en disant lorsque, et non pas si, lorsque les Lakers vont être champions NBA, eh bien, il y aura des interviews de ces joueurs dans cet ordre précis. La totale, les mecs étaient hors sol. Et Russell, il est arrivé, il a fait c'est mort. Et donc, l'émotion de Bill Russell dans le vestiaire, c'est celle d'un homme qui était assez... Enfin, je veux dire, c'était un joueur emblématique qui montrait des émotions, mais il se relâche. Il y a des larmes d'émotion de Bill Russell qui explique et qui prend conscience que c'est son dernier match professionnel. C'est son last dance à lui. Et en fait, il termine tout en haut de la montagne. C'est difficile. Je sais plus si on avait fait les plus beaux derniers matchs, ou des trucs comme ça. C'est un peu là. David Robinson qui est champion en 2003. C'est sa dernière minute. Il est champion NBA, quoi. Bill Russell, c'est incroyable. C'est incroyable.
Un mec là, une des légendes du jeu, qui ponctue sa carrière avec un Game 7 remporté à l'extérieur et qui le cimente parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, obligé de le mentionner. Surtout avec la rivalité Lakers-Celtics. Je comprends. Je devais le mettre dans mes 10, monsieur Bill Russell. On va passer en place numéro 9. Tout à fait. Ta-ta-ta. Je suis sur une même thématique et après je vais laisser cette franchise tranquille. Après on peut me dire que c'est les Celtics d'une manière générale, mais j'ai mis Kevin Garnett 2008 pour sa petite bague. Alex a mis le hit de 2013. Évidemment, pour des raisons que vous connaissez bien, cette bague n'est pas dans mon top 10. Et ça se marre. Parce que non. Ah, parce que je vous emmerde, exactement. Et tout pourtant, à fait. Ah non, mais elle est belle. Hein. C'est un Mais délire. j'en ai une encore plus belle qui est pas très loin en termes de timing. Ah oui, bien sûr. Moi aussi, je l'ai sur moi aussi. Ouais. Mais je l'ai pas en 1, moi, par contre, par rapport à toi. mais Tout non, de non, suite. hit 2013. Wow. Un peu de chance quand même. Genre, les Tres Amigos au top. Le Quatuor, LeBron, Wade, Bosh. J'ai bien dit Quatuor, puisqu'il y a Eric Spoelstra dans le Quatuor. Mais pas Allen dedans. Le quintet, si vous voulez. 66 victoires en régulière. Il y a une série de 27 victoires de suite en régulière. C'est-à-dire que les mecs sont arrivés, ils ont dit attends, on est champion. Allez, c'est parti. On y va la concu. Venez-vous la coller. Ouais, Impossible à jouer. En playoff, ça a bien déroulé jusqu'en finale de conf où les Pacers, c'était une belle rivalité à l'époque. Les Pacers, c'est Roy Hibbert, David West, Paul George et tout machin. 4-3, victoire du Heat. Après avoir bataillé face à des grosses équipes de l'Est. Tout à fait. Oui, non. C'est pas le run de playoff le plus incroyable de l'histoire. Il y a la finale de conf contre les Pacers et puis il y a la finale. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais il y a une finale incroyable. C'est une des plus belles finales de l'histoire. Ah, bien sûr. C'est une des plus belles finales de l'histoire. Donc, je suis d'accord, le run de playoff, mais quand même, 66 victoires, dont 27 de suite en régulière. C'est un back-to-back, donc tu as la pression du champion qui doit regagner, surtout qu'ils avaient perdu déjà en finale en 2011. Donc, si tu vois, genre, il y avait un côté, genre, on les attendait à tout gagner, les Tres Amigos, gna gna gna, The Decision, tout ça. Donc, il y a de la pression, ça a assumé comme des patrons. Ça a assumé la pression comme des patrons du début de la régulière à la fin des playoffs. Ça, c'est très très fort. Avec, on a déjà parlé sous de multiples angles, les matchs à voir, les performances, les machins, tout ce que vous voulez, avec avec ce qui est pour moi le plus grand shoot de tous les temps du basketball moderne, le shoot de Ray Allen. Un shoot extraordinaire sous plusieurs... tu peux le recontextualiser autant que tu veux, c'est une dinguerie ce shoot. Et ensuite, tu as le back-to-back de Wade. Wade, c'est sa 3e bague. LeBron, c'est sa 2e. Bosh, c'est sa 2e. Spoelstra, c'est sa 2e. Enfin, franchement, c'est une immense bague. C'est une bague assez historique, finale en 7, avec un shoot incroyable. T'es obligé d'arracher le Game 7. Le Game 7, on l'oublie tout le temps. Bon. C'est un beau match de basket. Il y a un Game 7 ? Genre, voilà. Mais oui, non, c'est dans mes 10. Toi, tu l'as pas du tout mis dans tes listes. Non, parce que en fait, ça va, Alex, tu l'as mis en 9. Eh ben, c'est dedans. C'est dedans. C'est 9ème. J'aime bien quand il fait ses théâtriques là comme ça. Ouah, tu l'as pas mis ? Oh là là, quoi ? En vrai, par contre, j'ai une vraie question pour les fans du Heat sur leurs 3 bagues. Ils ont 3 bagues 2006, 2012, Laquelle 2013. ils préfèrent ? Laquelle il préfère ? Laquelle est la plus significative ? Parce que je pense que la finale 2013 fait que ça prend le tout. Je me demande si la 2006... 2006, ça peut rivaliser. La 2012, non. discute, pour non. moi. Mais 2006, je pense qu'elle peut discuter parce qu'entre la façon dont le groupe s'est construit, la finale qui est menée par Dallas, la façon dont ils reviennent et l'émergence de Dwayne Wade Superstar plus ce groupe de Vislar, Le vieux Shaq et je veux tout, bien d'accord. l'avis des fans du Heat. Je suis d'accord. Morning, Payton. Ouais. Moi, elle a été, elle est dans mes notes. C'était à égal. J'ai pris 2013 En parce place qu'il y a 17. un côté, genre, il y a un côté immense maîtrise du début de la régulière jusqu'au bout, en fait. Et ça, Je comprends. c'est quand même la classe. Il n'y a pas tant d'équipes que ça qu'on fait ça. Ah, Il y en bien a sûr. quelques-unes, on va en parler, mais là... Grand ami du Heat, les Celtics de la fin des années 2000, obligés de faire une dédicace à notre cher Kevin Garnett. Anything is possible! Incroyable virage qui a eu lieu en l'espace d'un an. On l'avait vu loser du côté Minnesota, tout donner, tout tenter. 2004 MVP. Kevin Garnett débarque dans un transfert à Boston et il va faire avec les Celtics un run énorme. Hein. Je veux dire, ils font une saison régulière de ma boule, hein, les Celtics, dans cette conférence Est. Il y a un parcours d'ailleurs qui est assez
limite chaotique en play-off. Ça démarre en 7 contre Atlanta. Ils doivent se batailler pour aller jusqu'à cette finale NBA. La finale, elle est en 7 aussi, non? Non, face aux Lakers, non. De 2008, non. Alors, c'est celle qui en perd en 2010. C'est celle qui perd en oui, 2010, parce que Kendrick Perkins n'est pas là. Oui. Kevin Garnett. C'est une excuse comme une autre. J'étais obligé de le caler pas loin aussi de notre ami Bill Russell. Pourquoi ? Parce que Kevin Garnett débarque l'espace d'un an et va se créer une légende cette année-là, à Boston, qui est celui d'un défenseur de l'année extraordinaire, qui représente limite l'ADN des Celtics plus qu'un paquet de mecs qui sont restés plus longtemps que lui. Il va devenir une icône, justement, de cette franchise. C'est le point d'exclamation aussi sur la carrière d'un joueur qui aura été dans un des pires managements de toute l'histoire. On en a parlé, Minnesota, c'était l'enfer. Le mec a dû se tracter des atrocités et d'effectifs et de changements et de dysfonctionnements en interne. Il débarque enfin dans une bonne franchise. Il fait absolument tout ce qui est nécessaire pour aller chercher cette bague. Oui, elle est belle pour Allen. Oui, elle est belle pour Paul Pierce. Elle est belle pour Doc Rivers. Tout à fait, absolument. MVP des finales. Je trouve dur de mettre Kevin Garnett 2008. Dur dans le sens... La première image... Paul Pierce, quoi. La première image... Je dis pas qu'il a rien fait. Non, on aurait pu mettre les Celtics de 2008. Mais la première image qui me vient à l'esprit, c'est celle de Kevin Garnett à la fin des finales, casquette enfoncée, en larmes complètes, où il dit que tout est possible parce que c'est un garçon qui ne rêvait que d'une chose, c'est d'être compétitif dans une grande équipe et de faire les sacrifices nécessaires pour aller chercher cette bague. Il l'obtient avec la manière. Et d'ailleurs, ça a créé un nombre de fans et de NBA et des Celtics cette année-là. Combien de mecs on croise qui disent moi je me suis mis à la NBA avec les Celtics de 2008. Oui, les Celtics de Rondo, Doc Rivers, Tom Thibodeau, Tyronn Lue qui est aussi sur le... Je crois qu'il était assistant. Non mais c'est Paul Pierce ou Kevin Garnett en général. Mais honnêtement, soit vous prenez la chaise roulante de Paul Pierce parce qu'il s'est chié dessus, soit vous prenez Kevin Garnett parce que les émotions sont réelles. On va passer en 8 ? En 8. Ah oui. Oui, tout à fait. Hop là. Les Celtics de 69 pour Monsieur Alex, et j'ai mis les Pistons de 2004 en place numéro 8. Donc je parlais des Celtics 69, je te laisse en parler. Oui, voilà, comme le veut l'expression, tu en as déjà très bien parlé. Merci Alex. J'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'il faut pas oublier qu'au-delà du cas Bill Russell, évidemment, et du fait qu'il termine sa carrière de joueur par une victoire en tant qu'entraîneur-joueur en Game 7 à l'extérieur, chez l'ennemi juré, les Lakers, les types ils ont appris à reboucher le champagne, enfin c'est extraordinaire, effectivement, toute l'émotion de Bill Russell, et en plus ça ponctue une petite série de 11 bagues en 13 ans, donc c'est pas non plus la petite série, tu vois, c'est pas la petite série du commun des mortels, faut quand même pas l'oublier, ça ponctue une série de 11 bagues en 13 ans, voilà. Donc je sais, c'était une autre NBA, tout ça, les mecs jouaient en Converse, je le dis moi-même, mais quand même. Jouer en Converse d'ailleurs. Mais quand même, et faut pas oublier un autre paramètre en plus, c'est un peu une sorte de passage de témoin avec un certain Havlicek, petit joueur correct aussi de l'histoire des Celtics, qui lui va vivre ça. Havlicek, je crois, il rentre chez les Celtics, genre il commence à prendre des bagues à partir de 65 ou 66, ça, par là, un truc comme ça. À la fin, il en a 8, Havlicek, parce qu'il va en regagner 3 pendant les années 70. D'ailleurs, il est en sortie de banc pour démarrer, puis après, il va devenir vraiment un titu indiscutable. Donc c'est important, ça rend cette bague d'autant plus belle, parce que ça montre aussi, à cette époque-là, ce que Red Auerbach avait réussi à mettre en place, que Bill Russell a continué, puisque Bill Russell prend la suite de Red Auerbach en tant qu'entraîneur tout en restant joueur, c'est cette espèce de continuité-là. Et vas-y, John Havlicek, c'est pour toi maintenant. Donc tout ça, le point de pivot, c'est 69. Donc, parce que, voilà, après, Bastien, toi, t'as déjà 2 bagues des Celtics, là, dans tes 10. Il n'y en aura probablement pas d'autres. C'est déjà pas mal. C'est difficile de faire un top 10 des plus belles bagues all-time et de pas mettre les Celtics. Les types en ont 18. Mais ils en ont 11 en 13 ans, de 56 à 69. Donc c'est important aussi de notifier. Donc j'ai pris 69 aussi. Tout à fait. Voilà. Des débats évidemment sur nos amis les Pistons. Il y en a qui évidemment adorent 2004 pour ce qu'elle représente. Il y en a qui préfèrent 88-9. 89 ou 90. 89 ou 90, tout à fait. 88-89 ou 89-90. À vous de choisir. Les parcours sont très différents. Les adversaires d'ailleurs sont très différents.
Là, encore une fois, on parle aussi de ce qu'on a pu parfois un peu plus vivre. Moi, je n'ai pas vécu les finales des années 80, malheureusement. Sur les Pistons de 2004, ceci étant dit, moi, quand je démarre quelques années c'est avant, de la belle bague. il y a quelque chose d'assez unique et qui va être très difficile à dupliquer dans le très gros groupe collectif sans un véritable franchise player face à une armada de stars. De franchise player. Et de franchise players. Parce que Les Lakers de Kobe, Shaq, Karl Malone. Phil Jackson, Karl Malone, Payton. Gary Payton, et on y va, et ça va être les favoris, et il n'y a pas de problème. La gloire des Lakers qui viennent de faire 2000, 2001, 2002, il y a eu une petite parenthèse avec nos amis Spurs en 2003, mais on a fait le recrutement, on y va, on va aller la chercher. Non, il y a le côté irréductible gaulois, il y a le côté Pistons qui eux ne sont pas du tout glamour comme le sont les Lakers, c'est une équipe qui va être dure au mal, une des meilleures défenses de toute l'histoire de la NBA. On a fait, je crois, un top 10 des meilleures défenses de toute la NBA. Souvent, on blagoune en disant les Pistons de 2004. De 2004. Donc, si vous voulez, en termes de beauté dans le jeu, on peut discuter. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui détestent. Non, mais c'est une bague incroyable. Mais en termes de groupe, l'intégration de Rashid Wallace, Larry Brown au coaching, l'utilisation de Ben Wallace, Sean Billups, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, le banc, cette foule qui est complètement assoiffée de sang à l'idée de voir ces stars, ces superstars. On a parlé pendant les années 90 de ce qui se passait entre les Knicks et les Pacers, où c'était vraiment la ville versus la campagne. Il y a eu un petit peu un côté les Lakers, les stars, les spotlights, versus Détroit, les bouseux. Il y avait ce côté-là avec 2004. Ils leur ont mis 4 ans en plus. Et ils leur ont mis Ils les ont nettoyés. sévère dans une leçon de basketball. Et en fait, j'ai un souvenir hyper puissant dans mon adolescence de ces Pistons qui arrivent collectivement à dire on n'est pas obligé juste d'accumuler des stars. Quand on est soudé de 1 à 10, on peut être champion NBA en fait, on peut y arriver. C'est une bague exceptionnelle, vraiment. Et pareil, je pose la question aux fans des Pistons, est-ce qu'il y en a qui ont des Pistons des fins des années 80 ? Est-ce qu'il y en a qui ont des Pistons des début des années 2000 ? Il y a des belles bagues des Pistons. Hein. Putain, il y en a 3, mais... Ça rigole pas. On se retrouve sur mon podium. On se retrouve sur le podium d'Alex, évidemment. Place numéro 7. Place numéro 7. Qu'est-ce que j'ai mis Ah oui. Oui. Place numéro 7. Spurs 2014. Pour Alex en 7, et j'ai mis les Warriors de 2022. Tu remarqueras que je l'ai plus haut que la hit 2013. Oh, j'espère bien. Il y a des arguments. T'as deux yeux de bras. Il y a des arguments pour les deux. Oh là 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 là. La bague du Heat de 2013 était-elle plus belle que la bague des Spurs 2014 ? Bah selon moi non, mais pas tant que ça. Il y a pas un écart si grand en fait. Non ? Un bel écart. Regarde, je t'en prie. Je veux pas trop en parler parce que Bastien va vous faire l'article tout à l'heure. Vers la fin de la vidéo, checker les timers. Non, mais bien sûr que déjà rien que le contexte en fait, tu viens de te faire fumer en 7 alors que tu pensais que tu avais gagné au Game 6 et mentalement, tu fais ce qu'il faut pendant l'intersaison. Popovic, grand respect, Duncan, grand respect, et même Parker, Ginobili bien sûr évidemment, pour te remettre en selle. Derrière t'enchaînes une saison 60 wins ou 62 wins, enfin une bonne grosse saison, bien sale là, bien sale comme il faut, avec une petite révolution, c'est pas le mot, mais une modification du style de jeu qui était déjà un peu entamé, qui là qui va aller à 100%, c'est-à-dire que Duncan était déjà pivot depuis un moment, mais voilà, ça commence à plus shooter, à jouer plus l'attaque que la défense, alors que les Spurs des années 2000, c'est quand même avant tout une équipe qui défendait très 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 bien, et qui après faisait le mieux possible en attaque, tu vois, vraiment. Bien sûr. Avec un jeu plus lent et tout, là ça joue plus vite, l'émergence, tu fais émerger Kawhi Leonard, et Kawhi Leonard il est MVP des finales, donc c'est une petite émergence un petit peu sympathique. Et en plus, au-delà, le run de playoff, on peut en discuter, il est beau, mais les finales sont magnifiques. Les finales sont magnifiques, et tu tabasses, j'ai bien dit le mot, parce qu'il y a 4-1 en finale, tu tabasses le Heat qui, lui, était en chasse de sweep it, donc c'est pas n'importe quoi, et qui s'est fait tabasser, genre ils ont pas eu une seule chance. Et en plus, ils ont subi un niveau de basketball qui n'a jamais été égalé dans l'histoire des Spurs, déjà, pour commencer. Donc c'est déjà pas mal, tu vois. Parce que les Spurs, c'est quand même une franchise qu'à 5 bagues, quoi. Non, 5 bagues, tu vois. Donc c'est quand même très sérieux. Après, c'est du beautiful basketball, mais du coup, limite, la finale, elle est presque pas assez disputée. En gros, moi, j'ai des souvenirs incroyables de phases de jeu incroyables
pendant les playoffs, et Boris, Tony, c'était fou et tout. Mais il y a plein de petites choses qui m'ont laissé sur ma faim. C'est pour ça que je la mets pas plus haut. Je comprends. J'aurais bien aimé avoir un Tim Duncan MVP des finales, car ouais, il fait un boulot super, mais comme c'est collectif et que t'as du mal à vraiment ressortir un gars, file-moi ça au gars qui a 35 ans, là, et qui est encore en train de faire 2,8 comptes par match sans sauter, là. C'est pour ça. Ça m'a saoulé, moi, et qui est en double-double et tout. Du coup, c'est des petites choses comme ça qui me gâchent un tout petit peu le plaisir et qui m'empêchent de le rentrer dans le top 5, par exemple. Bien sûr. Parce que du coup, au-dessus, là, je vais avoir des bagues où je me fais, ok. Ah, mais bien Et en sûr. même temps, je pouvais pas non plus ne pas avoir de bague des Spurs dans mon top 10, tu vois, c'est pareil. Ça, Oui, j'avais envie. Non, mais j'avais envie. Après, si j'avais pas trouvé, S'il y a des gens qui n'ont pas les Spurs dans leur top 10, j'ai envie de te dire, c'est comme ça. Hein. Mais je trouve ça. Si tu dois en prendre une, c'est celle-là, non? C'est celle-là, évidemment. Non, parce que tout à l'heure, t'as parlé de 2003. Moi, elle est dans mes notes. Hein. Je sais, c'est pas la plus belle. Par contre, moi, juste pour l'image de Tim Duncan et David Robinson, les bras dans les bras l'un de l'autre en 2003, alors que tu sais que l'amiral il va raccrocher. Rien que pour cette image-là, elle était dans mes notes, j'y ai pensé tout de suite. Ah, c'était dedans. Je me Hein. suis dit, tiens, l'espace de 2003. Ah, mais on a même... Après, j'ai regardé ce qui s'est passé pendant le run de playoff et tout, et les finales contre les Nets et tout. J'étais là, genre, c'est compliqué. Mais même, j'ai envie de te dire, 2005, la finale face aux Pistons, elle est énorme. Hein. Merci Robert Horry encore Elle une est fois. énorme, la finale Bien contre sûr. 2005. Merci Robert Horry encore une fois. Il y en a des comme ça aussi qui sont extraordinaires. Hein. Il y en a qui vont me dire, si vous avez celle de la bague de Tony qui est avec un drapeau français avec un MVP des finales, ça va voir. Mais je trouve ça bien que justement tu dises, il y a des éléments, toi, et des souvenirs de séquences de jeu qui font que même si c'était formidable, ça n'a pas débloqué des choses très fortes en termes de souvenirs chez toi. Donc c'est là aussi où quand on en rigole par rapport à l'objectif et subjectif, c'est que il y a des choses, spoiler là quand tu dis Pistons on va se retrouver podium etc, il y a des choses aussi que t'as vécu et que les gens ont vécu et en direct ou qu'ils ont pu voir ensuite en différé, qui a touché quelque chose de très profond en eux quoi. Ça dépend de comment tu vois le basket, comment est-ce que t'as vécu une tragédie, machin. Oui je sais ça. Ça toujours. T'as quoi en 7 ? Les Warriors de 2022. Oui. Que certains peuvent mettre Curry 2022, mais non, c'est la bague des Warriors de 2022 parce que tu en as très bien parlé, hashtag t'en as très bien parlé. Non, j'ai pas envie de poser la question aux fans des Warriors. La plus belle bague des Warriors, c'est la bague de 2022. Je sais même pas s'il y a un débat dans la fanbase. Autant là, on vient de dire le Heat et les Spurs, on pouvait discuter. Les Pistons, pourquoi pas ? Il n'y a pas de discussion. Non, la plus belle bague des Warriors, c'est celle de 2022. C'est ne nous laissez pas remporter cette bague, dit Draymond Green. C'est tout ce que tu as dit sur les joueurs qui sont dans son groupe. Malade, hein. Et c'est le point d'exclamation sur une dynastie. Ouais. C'est une dynastie qui dit non. C'était pas de la chance juste ou un luxe d'avoir Kevin Durant. On est cette franchise-là. On est cette franchise iconique qui était champion au milieu des années 70 et qui après a connu l'horreur des années 80, 90 avec quelques run TMC, etc. Mais sinon, c'est le désert. Le désert total. C'est une franchise qui dit donnez-nous l'opportunité d'aller chercher cette bague, on va le faire de différentes manières. Cette fois, vous avez douté de Stephen Curry, regardez-le. Et au moment où cette bague est remportée et où Stephen Curry est en larmes sur le parquet de Boston, là, on se regarde et on dit, il est dans la discussion aussi des meilleurs de tous les temps. On disait, ok, c'était déjà... mais il est dans le top 10. Il est dans la discussion du top 10. Il était déjà parmi les meilleurs shooters, phénomène extraordinaire et meilleur marqueur de l'histoire des Warriors. Je schématise, mais il y avait tout ça. Et on va parler d'ailleurs d'autres joueurs comme ça où la bague a eu un impact après sur la vision qu'on avait de ces joueurs qui était extraordinaire. 2022, à partir du moment où Steph est champion, on a commencé à avoir des débats là. Il y en a encore là, j'ai vu, de gens qui ont commencé à faire genre si les Warriors remportent le titre là, on va avoir des discussions très très angoissantes vis-à-vis de LeBron. Il y en a qui commencent à dire ça, tu vois. Parce que Steph, ça lui a permis aussi de dire non, j'ai pas juste eu les soucis de 2016 et après j'étais content qu'il y ait KD. Je suis ce gars-là, j'ai intégré cet effectif-là. C'est Steve Kerr aussi qu'on a beaucoup critiqué et qui a montré sur ce run que il fallait mettre Steph en sortie de banc, comme tu l'as dit, parce que Jordan Poole est titulaire. Elle est incroyable cette bague, elle est extraordinaire. C'est un flex de la part de Draymond et des Warriors où moi, je suis pas fan de cette équipe dans le sens fan numéro 1, tu vois. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, les fans, ils peuvent, vous pouvez bomber le torse pendant 5 ans, il n'y a pas de problème. Cette bague, elle est incroyable. C'est la plus belle bague des Warriors. 2017 et 2018, c'est bien, hein, bravo, hein, mais elle a même pas 20% de... Non. La seule qui rivaliserait éventuellement, c'est 2015 en fait. Ouais. Mais bon... Non, mais non, 22, c'est 2022, je suis d'accord. On va passer en place numéro 6. Numéro 6. Excusez-moi pour le stylo. Les Lakers de 72 pour Alex. J'ai mis les Bulls de 96 en place numéro 6.
Tu les as aussi? Ils sont pas dans ton top 5, les Bulls de 96? Non, D'accord. j'en ai d'autres. Ok. D'accord. Et c'est toutes les semaines, c'est la même chose. Non, Je t'en prie, mais c'est juste, je suis surpris. Pour le coup, celle-là, je suis vraiment surpris. C'est compliqué. C'est une bague incroyable. Mais- Bon, ok. Lakers 72 pour Du coup, moi. il va avoir, à mon avis, des Lakers modifications 72, d'effets tu dans le les top as ou 5. pas dans tes 10? Non. Ok. Mais je pense que du coup, dans le top 5, pareil, il va y avoir des bien sûr. différences de bail Ah, évidemment. qui incluent d'ailleurs joueurs et équipes. Donc, les Lakers sont Bien bien sûr. surpris. Lakers 72, j'aurais pu mettre Jerry West 72. J'aurais pu. Mais il y a quand même une petite série de 33 victoires en régulière. C'est un record qui n'a toujours pas été tapé. Hein. Ah, tout à fait. Donc c'est quand même... voilà. Il y a beaucoup de choses en fait. Il y a 33 victoires de suite en régulière, 69 victoires au bout de la régulière. Il y a à la fin Jerry West. Hein? Ouais. C'est sa seule bague. Ouais. Tel que le gars, si tu parlais des mecs, il y a une bague qui a eu un impact un petit peu sur Oui. la vision qu'on a de lui. Ah bah Jerry West, sinon c'était c'était ça ou le classement des losers. Hein, pour Jerry West. Il est un peu dans les deux, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, dans les losers, du coup, c'est plus compliqué parce qu'il a une bague quand même. Jerry West, il est dans le classement des losers aussi. Hein, Oui, mais il a une bague quand même. Ouais, il a réussi à avoir la bague aussi. Voilà. Bien sûr. Sur sa carrière globale, ça va, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé. Et c'est rattrapé après, mais même en tant que joueur, ça change tout presque. Tu vois, genre, il a fait combien de finales avant d'être champion? Voilà, demande à Elgin Baylor, mais voilà, Elgin Baylor en début de saison, qui est blessé, qui raccroche, du coup, il n'a pas la bague lui. Jerry West, Guy Goodrich, PJ Hairston, Will Chamberlain au pivot, vieux, mais MVP des finales. Vieux qui chope sa deuxième bague en carrière, lui aussi, Wilt, mine de rien, avoir entre 2 et une bague, c'est pas tout à fait la même. Donc il y a en fait pas mal de legacy, j'aime pas ce terme, mais tu m'as compris, d'héritage, d'immenses joueurs, d'icônes de la NBA qui changent grâce à cette bague. Tu fumes en après c'était des playoffs un peu différents, mais tu fumes les Bucks de Kareem Abdul-Jabbar, qui était champion l'année d'avant. Tu les fumes pendant les playoffs. Tu déboîtes les Knicks en finale. C'est propre. C'est une magnifique bague. Et en fait, finalement, de toutes les bagues des Lakers... J'allais me poser la question, c'est laquelle la plus belle bague des Lakers? Parce que, tu vois, toutes les bagues des Lakers, celle-là, moi, je la trouve vraiment magnifique. j'étais en débat avec Dans la leur bague histoire et tout. avec la bague de 87, où ils battent notamment les Celtics, qui étaient dans les grosses mentions, parce que c'est quand même la rivalité Celtics-Lakers. 87, et je sais que ça va pas plaire à des gens, mais il y a 2020. Hein. Oui, 2020, avec toute la signification que ça a, bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, mais bon, moi, du coup, là, en 6, je te mets 72, parce que, en fait, alors oui, c'est plus abstrait pour nous, on n'a pas vécu ça en direct, c'est plus compliqué de se projeter et tout, mais en fait, regardez ce qu'on fait dans les top 10 chaque semaine, dès qu'il y a du all-time, combien de fois il y a Will Chamberlain ou Jerry West qui sont mentionnés, en fait. Oui, bien sûr. On parle de l'héritage de ces types, et donc c'est vachement important, et en plus... pour en avoir regardé pas mal de matchs, qu'il y a pas mal d'images dispo et tout, c'est du bon basket, c'était des beaux Lakers quoi en fait. Le Guy Goodrich Jerry West, c'est un sacré putain de bague courte. Moi, je pouvais pas les avoir dans mes 10 pour une raison assez simple, c'est que je voulais pas non plus juste mentir dans le sens j'ai absolument rien vu ni maté, et donc oui, je me suis farci toutes ces finales. Non, je pense que ça coche des cases de ce qui peut être beau, mais la beauté de certaines bagues, c'est aussi ce qu'on a vécu. Ah oui, bien notamment. sûr, celle-là je l'ai pas vécu. Et donc en ce sens, j'essaye aussi de voir certaines bagues. Bon, j'ai pas vécu les Celtics de 69, c'est pour ça qu'elles sont reculées. Mais j'avoue aussi que je donnais la part belle, notamment dans mon classement, à des trucs que j'ai pu vivre davantage. Je comprends. Et à la différence parfois d'équipes qui sont très dominantes, mais où je sais pas si la bague est... C'est pour ça que je posais la question par rapport aux Lakers, où à un moment, ma mention, c'était Lakers 87, où, en voyant notamment comment certains fans des Lakers en parlent, il y avait l'aspect rivalité face à Larry Bird, Magic Johnson, le fait qu'il soit MVP, qu'il y ait la transition avec... finalement c'est peut-être Magic Johnson le meilleur joueur des deux ou le meilleur joueur du monde, il y avait tout ce débat à cette époque-là. Donc ça a fait partie des mentions. Je savais pas laquelle bague des Lakers mettre en fait. Moi je trouve que celle-là, entre Jerry West, Will Chamberlain, la domination, les 33 wins en régulière, les tabassages en règle en playoff et tout, en fait il y a tout d'une immense bague. Je crois que c'était Jerry West qui disait, mais je suis pas sûr qu'il y avait un goût un peu amer sur cette bague parce qu'il aurait aimé jouer les Celtics. Oui, c'est non, ce mais qu'il dit. Historiquement. Après, Jerry West, historiquement, c'est un mec qui est jamais content. Donc, je ne fais que donner qui les. était jamais content, pardon. Je suis obligé de parler au passé de Jerry West. Mais dans son histoire personnelle, dans l'histoire des Lakers,
c'est aussi la première bague depuis Mikan. En gros, à Los Angeles, c'est la première. Bref, il y a énormément de choses. Les fans des Lakers donnent justement leur classement des plus belles bagues au sein de C'est la la franchise. première bague du forum d'Inglewood. Je me demande si c'est la plus belle des Lakers, sincèrement. Ça se trouve, t'en as d'autres qui sont au-dessus, hein, mais en fait, tu l'as dit très précisément avec les Celtics. Les Celtics, ils ont 18 bagues, les Lakers, ils en ont 17. Il y a un moment où il faut savoir, parmi toutes les bagues des Lakers, c'est laquelle la plus belle. Je dis pas que c'est facile. Hein. Moi, j'ai pris celle-ci. S'il y en a qui vont dire 2020, tu vois. 2020, tu peux. Hein. Il y a des gens qui vont dire mais lol, gros astérix. Il y en a d'autres qui vont dire vous vous rendez même pas compte de la dinguerie que c'est 2020 en fait. Bien sûr. Je suis complètement d'accord. Très polarisé. 2020. Nos amis Bulls de 96, vous pouvez les mettre où vous voulez. Alors, pour être précis, évidemment, ils devaient être dans mon top 10. Pourquoi est-ce que je les mets pas plus haut ? Bon, comme je l'ai dit déjà, il y a des choses que j'ai vécues et d'autres que j'ai pas vécues. Donc c'est un peu compliqué de juste dire « Ouah, qu'est-ce que c'était beau, je m'en souviens, j'avais 5 ans. » Non. L'aspect de domination pure des Bulls est connu, reconnu. C'est une équipe exceptionnelle, avec un super bilan, un bilan historique, qui va aller chercher la bague. Donc, comme l'a dit Scottie Pippen, ça veut rien dire si t'as pas la bague au bout. Ils le font. Émotionnellement, on sait ce qui se passe avec Michael Jordan. On est le soir de la fête des pères, notamment quand il remporte cette bague. Donc, tu peux cocher des cases évidemment émotionnelles. Par rapport à ce que tu utilisais comme argumentateur sur lequel je suis aussi parfois d'accord, et ça m'a impacté sur mon classement, c'est évidemment quelles sont les finales qui sont jouées, quel est le parcours qui est joué. C'est une équipe qui est ultra dominante. On a rigolé tout à l'heure des Lakers de 2001. Ils n'ont pas un parcours de play-off où ils saccagent tout le monde. Mais parmi toutes les bagues des Bulls, tu vois, pareil, on va se poser la question, parmi toutes les bagues des Bulls, est-ce que c'est la 96 qui est la plus belle ? La beauté est très subjective. Est-ce qu'il y en a qui vont me dire que c'est 91 ? Est-ce qu'il y en a qui vont me dire que c'est 93 ? Est-ce qu'il y en a qui vont dire que c'est 98 ? The Last Dance, il y en a pour qui c'est tout en haut, en fait. Et c'est très difficile, mais dans cet exercice-là, je ne pouvais pas retirer les Bulls de 96. Donc je te laisserai en parler évidemment en long et en large, avec les arguments. Je ne pouvais pas les sortir des 10. Ah bon, non. Mais sur les Bulls, c'est très compliqué. Preuve étant que c'est compliqué, on va passer en 5. Ta-ta-ta. Alors je pouvais mettre Bulls aussi, mais j'avoue que j'ai mis une petite définition. Alors, Mavs 2011. Bon, si je faisais une Alex, je dirais quoi que 5e. Mais je pense que c'est parce que notamment tu fonctionnes par équipe. Moi j'ai mis donc Jordan 91. Ok. Puisque sur le débat des Bulls, je te pose directement la question et je la pose à tout le monde. Jordan 93 aussi. Parce que l'autre, la perf, rien que pour sa perf en finale. Et c'est compliqué, et 98 aussi. Donc je dis juste pour 91 parce que j'allais te poser la question derrière. J'ai collé les 96 et 91. Déjà parce que c'était compliqué de savoir laquelle tu prends, tu viens de le dire, genre tu peux dire 93, tu peux dire 98. La 91, il y a un sentiment vraiment de bascule de Jordan qui exorcise certains démons, battre les Pistons, affronter Magic en finale. Je suis celui que vous pensez que je suis. Je suis pas juste un showboat des années 80 qui score, défend, mais on peut pas gagner de titre autour de moi. Je suis capable, sur la plus grande des scènes, de battre les Lakers de Magic Johnson, vieillissant, mais les Lakers de Magic Johnson, de battre les Pistons, 4-0, merci, au revoir, en finale de conf. C'est ça, c'était en finale de conf Finale de conf. 4-0, avec Isaiah qui se barre. Ouais, il serre pas la main à Bill Laimbeer et tout. Exactement. C'est la bascule de Michael Jordan au statut de véritable roi de la planète basket, qui va lancer en fait la véritable dynastie des Bulls. D'ailleurs, j'ai été revoir les stats de l'ami Jojo sur les finales face aux Lakers. J'avais oublié qu'il était à 31 points, 6 rebonds et 11 passes de moyenne sur les finales. Sur les finales face aux Lakers, il est Il y extraordinaire. avait des blessures en face, mais quand même. Tout à fait. C'est un truc de fou. C'est évidemment les émotions. Parmi les plus grandes photos de l'histoire NBA, c'est celle aussi de Michael Jordan qui est en larmes avec son père, avec le trophée tout à fait en 91 dans le vestiaire des Lakers, puisqu'il gagne à Los Angeles. Je pose la question sincèrement aux fans des Bulls, quelle est la plus belle bague parmi celles de Chicago, donc remportée dans les années 90 ? Parce que putain, tu sais qu'on pourrait faire un top 6 rien que sur ça. On pourrait faire pas un top 10 all-time, mais un top 6 all-time. C'est pas facile. Je suis d'accord. J'ai fini sur les Bulls, je te laisse parler de nos amis Mavs. Oui, j'ai mis que Mavs. J'ai plus haut. Beaucoup de gens vont dire Dirk. J'avoue que j'ai du mal à classer les bagues avec des joueurs, mais je comprends. Et bien évidemment tellement belle. Que quand je mets Mavs 2011 dans mon top 5, bien évidemment que dans ma tête, j'ai du Dirk dans tous les coins. Moi, je pensais qu'elle était plus haute chez toi. Évidemment. Bah, en fait, à force de taffer mon sujet, de regarder et tout, et de me replonger un peu dans mes souvenirs et les saisons et tout, j'étais là, j'en ai quand même sorti une ou deux où j'avais des souvenirs et je suis allé vérifier si mes souvenirs correspondaient à ce qui s'est un peu passé. J'étais là, alors ok.
Bref, j'en parlerai après. Mavs 2011. Pourquoi je mets Mavs ? Bien évidemment que cette bague est menée par Dirk. Bien évidemment qu'on a l'apogée du talent de Dirk Nowitzki. Bien évidemment, et je les ai mis côte à côte un peu exprès, que la vision qu'on a de la carrière de Dirk, avec ou sans cette bague, juste, il aurait pu mettre 30 000 points s'il n'y a pas cette bague. On n'a pas du tout la même vision du délire. Il y a eu Dominic Wilkins. T'es d'accord ? Ouais. C'est pas du tout le même truc. On serait toujours en train de casser les couilles en mode genre il défend pas et tout machin. Donc ça c'est extraordinaire. Son image pour toujours n'est pas la même à Dirk là-dessus. Premier européen MVP de régulière et champion en tant que franchise player 5 ans plus tard. Avec des grognards autour. Et c'est pour ça que je mets Mavs 2011, parce que moi cette équipe je l'ai kiffé au global, au-delà même de Dirk, des finales exceptionnelles. Il fait un run de playoff exceptionnel, Dirk Nowitzki. Ces finales sont magnifiques. Mais là, moi, voir Jason Kidd, Sean Marion, Peja Stojakovic et tout, qui vont pécho de la bague, qui me sweep les Lakers en demi de conf, là. Tiens, Phil Jackson, allez, vas-y, casse-toi. Bon, après, OKC, en finale de conf, bon... Oui, quand même. Hein. Il les tabasse les gamins. Ouais, mais. Il tabasse les gamins. Sacrée bande de gamins. Hein. Ouais, sacrée bande de gamins, mais il les tabasse comme des gamins. Des gamins talentueux, mais qui n'étaient pas prêts pour l'échéance. Et au premier tour, on en a parlé il y a quelques temps. Et il y a les Blazers de Brandon Roy au premier tour, donc il y a des beaux souvenirs. Et puis surtout, le hit des Tres Amigos, tu les empêches d'avoir un titre. Donc je pouvais pas les sortir de mon top 5, par contre j'en ai 4 devant, ouais. Ah ouais, j'en ai 4 devant. Ouais. Moi j'ai les Mavs, les Mavs ou Dirk ou ce que vous voulez. En tout cas, la bague de 2011, elle va être plus haut. Quelle bague, putain. Et peut-être que des gens, en effet, l'auront hors de leur top 10. Mais hors du top 5, top c'est 10, ça me paraît compliqué. Moi, j'ai pas réussi à sortir du bon, vous verrez. Hors du top 10, ça me paraît compliqué, vraiment. 5, 4, 3, 2, 1. On rentre en 4, là. Allez. Ou pétard. C'est là qu'on va commencer à se marrer, parce que là, il va y avoir des différences. Là. Bah oui. Mais bon, encore une fois, c'est ce que vous avez aussi vécu. Il y en a plein d'ailleurs dans votre top 10, avant qu'on révèle le 4, qui vont avoir des choses très modernes. Bon, la NBA, c'est plus de 75 ans. Mais si vous avez des choses qui sont entre 2000 et 2025, je vais pas vous en vouloir. Les Pistons de 89 et j'ai mis les Rockets de 95. Ils sont dans ton classement ou pas ? Oh oui. Ah oui, bien sûr. Oh oui. Ouais, bien sûr. Parle-nous de nos amis les Pistons de 89. Les Pistons de 89... Quelle libération. En fait, il y a énormément de choses dans cette bague qui font que pendant longtemps, je l'avais sur mon podium et puis j'ai fini par la sortir, de justesse. Mais donc cette équipe-là, des Bad Boys, qui progresse pendant toute la décennie des années 80, qui prend un gros jump avec Chuck Daly notamment, construite autour du duo Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, avec Joe Dumars en sidekick qui va quand même être MVP des finales, là, en 89, donc c'est un petit peu sérieux. 63 victoires en régulière, bonne grosse domination, on parle souvent de leur défense, on oublie que ils étaient assez forts en attaque aussi, ça rigolait pas du tout. Ensuite, tu débarques en play-off, bonjour, 3-0, 4-0, t'en perds 2 contre les Bulls en finale de conf, et après tu vas mettre 4-0 aux Lakers pour te venger de l'année d'avant, de 88, où j'en ai déjà parlé plein de fois, du Game 7, des finales de 88 et tout. Enfin, il y a quand même une petite... Il y a une story, là, qui est assez folle de voir ces Pistons. Donc, au premier tour de playoff, ils ferment les Celtics. 3-0, c'est un sweep. Merci, vous êtes trop vieux. McHale, Bird, tout ça, là, Paris. Merci, il les ferme. Et en finale, ok, en 91... ils se font battre 4-1, mais ils étaient pour moi beaucoup plus vieillissants. En 89, ils arrivent. Il y a aussi des blessures en 89 chez les Lakers. La finale, elle est rapide. Elle est très rapide, c'est un sweep. Et donc, ils tabassent le Showtime. Et en plus, juste avant, ils ont encore une fois empêché Michael Jordan d'accéder à l'étape suprême des finales, où on a vu après dans sa carrière qu'une fois qu'il va en finale, il gagne. Donc, c'est cette année-là, quoi. C'est Isaiah Thomas, c'est Joe Dumars, c'est Mark Aguirre, c'est Rick Mahorn qui est encore là, souvent titulaire à côté de Bill Laimbeer. C'est l'ascension de Dennis Rodman qui passe de genre, ouais, en fait, Rick Mahorn, on n'en a pas besoin, en fait. Tu vois ? L'année d'après, il est plus là parce qu'il y a les expansions et ils disent, ouais, il est dispo, Rick Mahorn. En fait, ils ont Rodman. C'est ce banc, là. Il y a Rodman sur le banc, mais Vinnie Johnson plus John Saleh, ce banc,
c'est une dinguerie. Et en plus, si jamais il y a un peu besoin de castagne, il y a le moustachu, là, James Edwards qui débarque. Non mais leur banc là, Vinnie Johnson, Rodman, Saleh, c'est un banc de malade mental. En fait, cette bague, elle est folle. Et moi, j'avais besoin, dans mon top 10, d'avoir une bague de Chuck Daly. Moi, j'en avais besoin. Ouais, voilà, ça. C'est la grande classe. C'est un des meilleurs coachs de tous les temps. Quand on a fait... ça fait longtemps, mais je sais pas si c'est update... Tu veux updater avec qui? On se Polstra. Allez, on verra. Mais en tout cas, voilà, il est là. Chuck Daly, il est là. Il est dans le podium, top 4. Il est là. C'est un coach immense, avec des joueurs immenses, souvent sous-cotés. Des joueurs souvent sous-cotés qui ont formé, et c'est marrant que ça tombe encore aux Pistons, parce que tout à l'heure tu as parlé des Pistons de 2004, donc là il y a un peu plus de stars quand même, il y a Isaiah Thomas et Joe Dumars, mais en fait ça ressemble un peu. Mais c'est une bague des Pistons à la Pistons. Ça ressemble un peu. La question que j'allais te poser, c'est, je suis tout à fait d'accord, et c'est magnifique bague, je posais la question aux fans des Pistons tout à l'heure en termes de beauté de bague, c'est deux bagues totalement différentes, notamment dans le parcours. Mais tu disais justement qu'un des arguments, c'était que, notamment sur les Spurs de 2014, que la finale n'est pas tant que ça une finale. Non. C'est pas, enfin, je veux dire, il tabasse les Lakers, mais c'est pas non plus une grande finale NBA. Non, mais il ferme le Showtime. Oui. Donc dans les mêmes playoffs, t'as fermé les Celtics et t'as fermé le Showtime. Et sur ce run-là, c'est Tu extraordinaire. fermes les années 80. Ouais, tout à fait. Absolument. Genre à la fin des années 80 de Bird Magic, et au moment où Jordan est en train de prendre le contrôle de la ligue, il y a des types qui ont dit on va faire un back-to-back. Absolument. Et celle-là, c'est la première avec une saison régulière à 63 wins. Ouais, c'est pour ça que je te posais la question. Pour moi, c'est la plus belle bague de l'histoire des Pistons. C'est la première, c'est la bague fondatrice. C'est Chuck Daly, c'est Isaiah Thomas, c'est l'équipe que les mecs détestent. Ils font la une du Slam, de Slam Magazine et tout. On dit qu'ils font que des énormes fautes, ce qui est vrai d'ailleurs, avec un style si peint. Malgré ça, la Bill Laimbeer, il est pas Hall of Famer. Enfin, tu vois, genre, Isaiah Thomas, c'est limite cette bague qui lui coûte. Le contexte de cette bague qui lui coûte la Dream Team. Enfin, tu vois, genre, il y a énormément de choses. Mais bien sûr, et cette bague est absolument magnifique. Moi, je pense que certains vont classer 89, d'autres vont dire 90, il y en a qui vont dire 2004. Elle est énorme. Moi, j'ai des souvenirs, évidemment, postérieurs, hein, j'étais pas né, de la délivrance que ça représente pour un garçon comme Isaiah Thomas qui est en larmes sur le banc, notamment vu ce qui s'est passé la saison précédente, où le mec s'était fracassé la cheville, finale de 88, avec tout le bazar de aurions-nous dû rejouer les dernières secondes ou pas. La Phantom Foul, c'est en 88, hein, la faute fantôme de... L'histoire du papa de Joe Dumars aussi. Oui, tout à fait. C'est 89. Non, c'est 90. 90 face aux Blazers. C'est face aux Blazers. Ouais, en fait, Joe Dumars est MVP des finales, son père est encore là. Joe Dumars... Oui, c'est ça. Joue face aux Blazers, n'apprend pas, mais que son père est décédé pendant les finales NBA. Tout le groupe le sait. Et dit il faut pas le tenir au courant. Lui dire. Comme ça, il va continuer à cartonner la défense externe des Blazers. C'est des malades. Ce groupe est un groupe de malades. Ce groupe ne pouvait pas sortir de mon top 5. J'entends. C'est quoi déjà? Ah oui, Rockets. Les Rockets de 95 pour y en 4. Alex va les avoir plus haut, certainement. Oui. Ils seront là, donc je laisserai évidemment Alex en parler en détail. Non, mais je les ai en 3. Tu les as en 3? Oui. Nos amis les Rockets, parlons-en en long et en large, et ça me permettra de te dire que les Spurs de 2014 sont 3e. Donc je pourrais en parler après en détail. Ouais. Les Rockets de 95, bague iconique. Certains vont d'ailleurs préférer, j'ai vu notamment beaucoup qui préféraient la bague de 94, figure-toi. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, chaque bague a sa propre définition. Ce qu'on étiquette à 95, et je pense que tu vas avoir la même chose, c'est que, à tout jamais, on a cette étiquette. Jurisprudence Rockets à 95, c'est une équipe 6e qui va jusqu'au titre. C'est rien que ça. Exceptionnel. Et v'là le run. Pardon. Parce que tu affrontes des équipes à 60 victoires, à 60 victoires, à 60 victoires. T'es tout le temps mené. Et t'es tout le temps mené. T'es mené. Et tu come back et t'es pas à domicile, tu démarres à l'extérieur. Et t'as Hakeem Olajuwon qui nous fait un run de playoff monumental. Attention, bien sûr. Le playoff d'Hakeem Olajuwon, honnêtement, parfois quand je revois les stats de ce run de playoff, je me dis. Il y a eu un bug. Que je l'ai pas mis dans mon top 10 all time, c'est bizarre en fait, j'ai merdé, qu'est-ce que j'ai fait qu'elle est pas. Non, franchement. Bien sûr. Et en fait, quand je te dis que j'ai vu des débats notamment sur des forums, parce que j'étais digué sur des forums des Rockets et sur des sites des Rockets et des fanbases, c'est qu'en fait, on en revient à ces histoires notamment de finale, c'est que la finale se joue notamment beaucoup sur un Game 1 face à Orlando, à la différence du run de délivrance qui est celui de 94, qui est vraiment un côté, on va essayer de taper les Knicks. C'est vrai. Patrick Ewing versus Hakeem Olajuwon. Truc qui est finale de barbelé là. Finale de barbelé à la mort. Et du sang quoi. Exactement. Et de
la fenêtre vient de s'ouvrir, il n'y a plus Jojo et les Bulls, qui va prendre le spot? Il y a une vraie discussion. Moi, j'ai gardé Rockets 95, on est d'accord. Mais il y a une discussion notamment chez certains fans parce que 94 a aussi des éléments à ne juste pas oublier. Je voulais le mettre sur la table. C'est une bague qui est assez magnifique, celle de 94. 94, elle est magnifique, mais moi, tu vois, c'est aussi Mais j'ai mis 95. dans ce sens-là que les Rockets de 95 sont sur mon podium des plus belles bagues all-time. Ils sont 6e de l'Ouest, son 10e bilan de la Ligue. Au total, c'est pas... Voilà, quoi. C'est donc le champion qui part le plus loin, du plus loin des champions. Et avec le Jazz, premier tour, ils gagnent 3-2, ils étaient menés 2-1. C'était encore les premiers tours au meilleur des 5 encore. Salut Malone. Voilà. Les Suns de Kevin Johnson, Barclay et compagnie, t'es mené 2-0, tu gagnes 4-3. T'es mené 2-0, puis t'es mené 3-1. Tu gagnes 4-3, voilà. Mario Elie. Mario Elie, qui fait partie des grognards, là. Mario Elie, Sam Cassell, Kenny Smith, Robert Horry, Clyde Drexler, je veux dire. Et tous ces gars-là étaient au service, entre guillemets. Comment ? Il y avait l'ex-coach du Thunder, là, le petit. Scott Brooks, merci. tout à fait. Clyde Drexler, notamment, tu vois, par exemple, on oublie souvent, mais contre le Jazz, Clyde Drexler, il est monstrueux. Il est monstrueux. Devine quel joueur on n'a pas encore mentionné des Rockets de 90 qui est énorme, déjà pour commencer. À chaque fois on oublie Robert Horry. Non, je viens de dire son nom. Ah, tu l'as dit, ok. Je viens de dire son nom. Okay. Non, je viens de dire son nom, au contraire. Chaque fois Robert Horry, bon. Non. Il est là. C'est marrant, il est encore là, tiens. Non, il est là. Il est grave là, il est titulaire. Hein. Il est titulaire. C'est le poste 4. Hein. Il y a eu le transfert qui a eu lieu pour donner place à Clyde Drexler. Ouais. Donc t'as du Drexler, t'as du Kenny Smith, t'as du Sam Cassell et t'as du Robert Horry, tout ça avec Mario Elie pour entourer un Hakeem Olajuwon. Il y a Mad Max, non ? Il est là ou pas ? Ouais. Mais c'est n'importe quoi. C'est Clutch City, c'est l'équipe vraiment comeback kids, quoi. C'est les mecs qui sont arrivés et qui ont dit on peut être champion NBA en étant 6ème. Mais... Depuis toutes les saisons NBA, on fait genre attention, un 6ème peut être champion. Genre, j'ai écrit Rockets 95, honnêtement, tiens, c'est quoi ? Voilà. C'est la seule où je vais mettre un joueur. Je vais mettre Hakeem 95. Oh, t'es dur. Non, mais non, c'est pas dur. Il faut comprendre aussi ce qu'a fait Hakeem Olajuwon. 35, 8, 4 avec 3 contre le Jazz au premier tour. Ensuite, les Suns, 39-4 avec 2 contre ennemis en demi de conf. Les Spurs, putain. Ça faisait longtemps que j'étais pas repassé sur la ligne de stats. Putain, il a fait 35-12 avec 5 passes d'ess, 1,5 interceptions et 4 contre. Donc il a vu arriver David Robinson, MVP, il a fait « Les gars, vous êtes pas sérieux, c'est moi. C'est moi le meilleur. » Et après, il fait un petit 33, 11, 5 passes, 2 contre, 2 interceptions. En final, mine de rien, alors oui, c'est un sweep. N'empêche que c'est un sweep qui se décide à la fin d'un Game 1. Nick Zebri, Kenny Smith trop clutch, le tip-in et tout. Donc oui, c'est clairement pas les plus belles finales de l'histoire, mais si c'était des finales plus serrées, c'est top 1, c'est 1 chez moi. 1. En fait, ce que je voulais juste éviter... Le run est fou. Ce que je voulais juste éviter avec Hakeem 95, il est fou. C'est que ça devienne un top 10 all-time des plus grands runs de playoff individuel, qu'on a déjà fait sur la chaîne. Ouais, bah il est dedans. Hein. Et donc c'est ça un peu l'évitable, c'est que Hakeem est extraordinaire, mais j'étais obligé moi de mettre Rockets. Ouais, je comprends. Parce que c'est Rudy Tomjanovic. C'est ne sous-estimez jamais le cœur d'un champion. Non, mais c'est cette déclat est rentrée mais dans l'histoire du sport américain. Bien sûr. Énorme. Bien sûr. De toute façon, t'es 6ème maintenant, c'est Clutch City. Kenny Smith trop clutch au Game 1. Enfin, Clyde Drexler qui fait vraiment des très très bons playoffs. Robert Horry, Mario Elie. Enfin. Non, c'est énorme. La bague est magnifique. Run. Et c'est la bague qu'il fallait prendre parce qu'après il y a Pépère qui revient. L'autre il a fini le baseball. C'est bien qui la gueule. On est de retour, c'était le run de Hakeem. Il fallait prendre ces deux-là. Il les a prises. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, quand on sort, je pense, en tout cas de lecture, parce que pareil j'étais trop jeune, mais quand tu sors de ces finales-là, tu réalises que Hakeem Olajuwon est, pareil, dans les meilleurs joueurs de tous les temps. C'est pas juste un mec qui a pris une bague, là, est formidable. Non, là, le run qu'il fait, c'est... C'est-à-dire que tu vois, par exemple, en ce moment, on voit ce qui se passe avec Jokic. Extraordinaire. Bague de 2023, le mec, run de playoff, avec le hit, il finit. Belle mention, d'ailleurs. Tu les ai plus haut. Non. Voilà, non, mais belle mention quand même. C'était joli, super. Imagine que Jokic et les Nuggets, finissent 6ème en 2024, avec un run comme ça de Jokic, vont taper
les Mavs de Luka, les Wolves de Edwards, machin truc, sont menés à chaque fois, n'ont pas l'avantage du terrain et finissent. À ce moment-là, on serait tous en PLS parce que réseaux sociaux et on dirait Jokic fait partie des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Basta. Merci. Et c'est ce qui s'est passé avec Hakim. Absolument, non mais c'est énorme. Regarde Toi, ça. en 3, t'as quoi? J'ai les Spurs. J'ai les Spurs 2014 qui ne sont pas un. Ouais, d'accord. Je suis déçu. Non, faut rester objectif. Oui, podium, ok, d'accord. Spurs de 2014, évidemment, bon, tu en as hashtag très très bien parlé. C'est le pouvoir de l'amitié, c'est le pouvoir de la rédemption. Sur les places 2 et 1, on va avoir aussi des histoires de comeback. Mais alors là, les Spurs, il n'y a pas plus gros anéantissement que ce qui s'est passé en 2013. C'est pas possible. Tu peux pas être à... Attends, le trophée, il était là, Alex. C'est Je clair. suis comme As, là. On avait sorti les bandes jaunes. On était comme des connards. Je te confirme. On était là, lui, il se marrait, il se On paraît peut se chez foutre de moi. la gueule attends, des déjà Lakers de pareil. 69, mais tu sais que les Spurs de Attends, 2013... le hit de 2013, ça se finit comme ça. Et tu vas revenir de cette manière. Non, c'est autoritaire, c'est bien. Et tu me parlais de briscards à Dallas. Les briscards des Spurs. Le banc, c'était l'ONU. C'était l'OTAN, c'était l'ONU, c'était Marco Bellinelli avec Aaron Bain, c'était Boris Dio qui prend des cafés avec Patty Mills. C'est Manu Ginobili qui va revenir convaincant après la merde qu'il a fait en 2013. À la fois au lancer, mais aussi sur l'ensemble des finales, on peut y revenir. Mais non, T'es dur. sur l'ensemble des finales. avec Manu. Les finales 2013. Tiens, va me pull up les stats de Manu en 2013 sur la les finale. stats sont pas belles, mais... C'est la rédemption, c'est le Thomas sur Chris Bosh avec Xavier Votion qui est en PLS avec Jacques Moncler au commentaire parce qu'on est là genre bon, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il vient de faire au pauvre Chris Bosh? C'est incroyable, c'est la teuf du basket. 2014 les Spurs, même toute considération de j'adore cette franchise, cette bague elle est incroyable. La célébration, même Popovic était en larmes sur la chaise, il y a un zoom sur sa tête parce qu'il se dit mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prendre... Même Tim Duncan, qui n'a jamais fait de trash talking objectif devant une caméra, se permet avant les finales de dire « Cette fois on y est, on y retourne, cette fois on va finir le taf ». La bague de 2014. En effet, c'est le beautiful game. C'est tous ces vieux briscards, comme tu l'as bien précisé pour les Mavs, qui sont récompensés, qui sont félicités. Et c'est poser la plus belle des crèmes sur une des plaies les plus brutales de l'histoire de la NBA. 2014 ne se raconte pas sans 2013, quelque part 2013 ne se raconte pas sans 2014, et puis l'adversaire. Spoiler, on va un peu parler de LeBron là sur la fin de cette vidéo. Mais c'est la fin des Beatles, c'est la fin de ce hit. Désolé Pat Riley, il n'y aura pas de dynastie mon cul, très bien, hein, il y a 2 titres, super. Mais il y a 4 finales, mais il n'y a que 2 titres. Mais tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là, et tu t'arrêtes là avec la manière. Tu te prends une foudre. C'est-à-dire que de toutes les bagues qu'on a là, combien voit une équipe jouer un basket où n'importe quelle personne qui aime le basketball et accepte le basketball et comprend le basketball se dit tu sais quoi, c'est difficile de jouer mieux. Ouais, je suis d'accord. Plus belle bague, c'est podium. Mais je l'ai mis 3ème. T'as vu, franchement sur les Spurs, je sais. Non, ça pouvait pas être 1 et ça pouvait pas être 2. non. Parce que 2, mon gars. Waouh. Oh bah regarde, il pleut. Bah dis donc. Alex a mis les Bulls de 96 et j'ai mis évidemment Dirk 2011. Hashtag tu en as très bien parlé. Deux bagues dont on a déjà hashtag très très bien parlé. Bien sûr. En fait, je sais, les gens vont me dire pourquoi cette bague des Bulls et tout. Il y a eu de la réflexion, t'en as parlé tout à l'heure, toi t'en as mis 2. T'as mis Bulls 96 et Jordan 91. Je savais pas quoi faire. Mais t'as 2 bagues de Michael Jordan. Clairement, je pouvais pas mettre Jordan 96. Mais il y a quand même un mais qui concerne bien évidemment Jordan et qui fait que cette bague est très très haute dans mon classement. C'est que parmi toutes ces bagues à Michael, c'est celle-là que je trouve la plus belle. Parce que c'est clairement pas là où il a été le meilleur, forcément en finale par exemple. Franchement, en finale, j'ai vu des gens déjà, peut-être un peu de mauvaise foi, mais qui disaient oui, Rodman, il aurait pu être MVP des finales. C'est pas d'ailleurs une super finale, enfin je dirais non, chouette, mais c'est pas une super finale. C'est pas une super finale, c'est quand même une belle finale quand même. Oui, dans leur run là des 6 titres, là c'est pas par rapport aux Suns et tout. Mais oui, par rapport aux Suns, ça c'est sûr. Mais il y a une énorme différence, c'est que parmi toutes les bagues de Jordan, cette bague, elle a l'air humaine.
Elle a une histoire, il y a de l'émotion, il y a de la tendresse dans cette bague, il y a un côté moins machine, il n'y a pas forcément de la grosse clutchitude, il y a un truc d'équipe autour de Jordan qui pour moi est complètement fou, c'est-à-dire qu'il y a 72 victoires en régulière après avoir fait un comeback en mars de l'année d'avant, et ça a fini bien la régulière, mais ça se fait taper en playoff par le Magic, j'y reviens. Jordan revient, Jordan s'entraîne tout l'été, on la connaît l'histoire. Il est trop vénère, il le prend personnellement, tout ça. Et 72 victoires avec un Jordan qui va sur ses 33 piges, il les a en play-off, un Rodman qui est dans les 35, un Pippen qui a déjà passé la trentaine, enfin tu vois, Ron Harper et tout ça autour. Et il y a la défense de fer, le trio de fous, des play-offs où mine de rien, tu tabasses. C'est-à-dire qu'au premier tour, tu tabasses le hit de Pat Riley. Merci, au revoir. Ça dégage. C'est les Knicks en demi. Je crois que c'est les Knicks en demi. C'est les Knicks en demi. 4-1 et top Rennes quand même. Tu les aimes pas beaucoup non plus. Hein, on est d'accord. D'ailleurs, c'est les Knicks de Pat Riley ou c'est le hit de Pat Riley ? Je pense que c'est les Knicks de Pat Riley et c'est le hit de... C'est ça. Et en fait, c'est l'année d'après où il file Pat. J'ai de la merde. Oui. Quand tu tapes Hit 96, c'est le film qui sort. Je suis pas dans la merde. Super. Hit 96, coach Pat Riley. Et les Knicks, ça doit être Hubie Brown. Oui. C'est Don Nelson puis Jeff Van Gundy. Mais oui, puisque c'est Jordan qui dit à Jeff Van Gundy pose ton cul, ferme ta gueule. Tout à fait. Donc sûr. C'est bien ça, c'est bien le hit de Pat Riley. Ouais. C'est bien les Knicks de Jeff Van Gundy. Ensuite, il y a la revanche contre le Magic qui les a sortis de playoff l'année d'après. C'est un gros sweep dans leur bouche. Bien vénère. Alors que le Magic en 96, qui venait d'aller jouer les finales en 95, on disait ça y est, l'Est c'est eux et tout. Non. La domination, elle est folle. La domination est folle. Et les finales, c'est un peu dur parce que, c'est pas les plus belles finales, mais on oublie trop souvent d'expliquer comment ces Sonics, et notamment Gary Payton et Nate McMillan et compagnie, ont fait chier Michael Jordan. Vraiment, ils l'ont bien défendu, ils l'ont obligé à shooter dans le périmètre, ils l'ont défendu bien dur, bien tactique, comme aucune autre équipe n'a su le faire en finale avant et après. Aucune, absolument aucune. Les finales de Dennis Rodman sont exceptionnelles. Et Pippen, c'est pas dégueu. Et en plus, et c'est là où je reviens dans le côté humain et tout, il y a un côté ultra symbolique de fête des pères, de Jordan qui est dans l'émotion pur, c'est-à-dire c'est pas juste comme en 91 où c'est énorme, il est trop heureux de choper son pliométrique, mais ça c'est de l'émotion de champion qui a gagné pour la première fois et tout, tu vois, on voit bien d'où elle vient. Là il est sur une émotion il a vécu des trucs terribles et il est en train il va pas les effacer évidemment, quand tu gagnes comme ça tu peux effacer un peu les échecs, là il va pas effacer le décès de son papa évidemment, mais du coup il y a un truc d'une symbolique absolument folle qui m'a fait prendre cette bague-là de Jordan, et en fait, quand tu mets tout bout à bout, en fait, tu vois, j'en ai qu'une au-dessus. J'en ai qu'une. Je me demande avec les Bulls, vraiment, mais c'est dur, les Bulls. Je serais pas étonné qu'il y en a qui te sortent 98 parce que le parcours avec les Pacers où tu sais pas si tu vas passer. Ouais, c'est bien. Franchement. Le dernier shoot et tout. Il y a Pippen qui est sur une vertèbre et demie et tout, mal au dos. Franchement, il y a ces Bulls-là, sur leurs 6 titres. Franchement, on devrait faire un classement, mais c'est une saloperie. Moi, c'est quoi là qu'on a fait là ? C'était les matchs à regarder avant de mourir. Les finales de 93. Et on a fait Suns Bulls 93. 3 ou le 3. Où t'as des arrêts cardiaques toutes les 48 heures là. Triple overtime. Oui, bien sûr. Mais en termes de titre global. Ah, je comprends. Entre les 72 c'est wins. Pour papa. Entre les 72 wins, les tabassages en règle en play-off. Le This is for Daddy, Rodman qui est monstrueux, genre la bague est folle. Cette bague bien l'avis des fans est folle. Que ce soit des Bulls ou même les gens d'une manière générale, parce que franchement, j'avoue qu'il y a pas mal de... Doesn't mean a thing without the ring. Moi j'ai mis 96. Tout ça c'est 96. Ouais. Donc voilà, moi c'est numéro 2. Toi t'as quoi en 2 ? Oui, c'est-à-dire. J'ai littéralement, je me permets, le premier nom qui est sorti quand on était en train de fumer des clopes et discuter de ce top 10 il y a 3 semaines. On a fait, le classement Dirk 2011. Alors après, on va mettre un numéro 1, parce qu'une fois qu'après, tu prends tout, tu poses peu, tu regardes et tu dis bon. Mais le premier quand on parle de bague,
et de plus belles bagues. Un des premiers visages qui vient, je suis sûr, à la plupart Plein des de gens qui ont bien cliqué, sûr. c'est Dirk 2011. Je suis d'accord. Et c'est très important que tu aies mentionné tous les joueurs des Mavs, parce que c'est en effet, encore une fois, une bague très collective. On a parlé de ces éléments de comeback avec plusieurs franchises. D'ailleurs, je crois que moi, ça doit être le cas probablement pour mon top 4. Il n'y a que des notions de comeback. Et je pense quelque part, on pourrait dire aussi les Bulls de 96 qui a un côté un peu comeback parce que l'année précédente. Ouais, non, mais tout à fait, parce que l'année précédente, il y a un côté comme ça. C'est un des plus grands comebacks de tous les temps, les Bulls de 96. Mais c'est intéressant de voir que sur notre classement final, on est sur beaucoup de notions de Parce que ça ajoute rédemption, du contexte. Bah, ça ajoute du contexte. Donc, Rockets Puis on 95. sait que c'est dur. Et c'est hyper dur, Rockets 95, Totalement. Spurs 2014, mission Pistons de classement, 89, Pistons je suis là-dedans. 89, tu reviens un an après Je suis la là-dedans, blessure ouais, du voilà. Game 7. Dirk 2011, c'est... Tu peux pas dire que t'es le plus grand underdog de l'histoire, puisqu'on va en parler après en numéro 1. Mais au moment d'entamer les finales, c'est pas toi le favori. Hein. Ah non, C'est pas toi le favori. du tout. Et tu as très très bien parlé du parcours de playoff, parce que le parcours de Dirk Nowitzki... Sur la tablette, j'aurais pu mettre les Dallas Mavericks, la franchise du Texas en bleu, Dirk Nowitzki, le phénomène de Würzburg et la grande blonde qui shoot avec le numéro 41. Vous mettez ce que vous voulez. Cette bague de 2011 est extraordinaire. L'adversaire, les Heatles, le début... Tout ce qui se passe avec LeBron en finale, Skip Bayless en hélicobite parce que l'autre il a 8 points, 8 rebonds, 8 passes sur un match de finale NBA. Toutes les histoires qui se passent autour de Dirk qui tombe malade en plein milieu des finales avec Wade et LeBron qui toussent parce qu'ils pensent qu'il est en train de faire semblant d'être malade. Dirk qui revient avec 38 de fièvre pour essayer de les assassiner. La façon dont il termine le travail à Miami. Le petit move en spin sur Chris Bosh là avec le layup main gauche pour gagner, pour mener de 1. Énormissime, le fait de ligne de fond pour finir le taf en Game 6. De tous les mecs dont on vient de parler là, qui a le plus grand delta entre ce qui s'est passé un mois avant et un mois après? Steph était extraordinaire et est devenu un des plus grands joueurs de tous les temps avec 2022. Ah, tu as le plus grand delta en mode d'héritage. Oh la vache. En mode héritage. Oh la vache, Dirk, tu l'as dit. Et je crois qu'il y a 3 semaines, t'as sorti cette expression, on se marre à chaque fois, on dit genre, Dirk, s'il n'y avait pas eu la vague, ce serait Tracy Il y a McGrady. Jerry West. Ouais, tout à fait. Qui est dans ce genre de catégorie. Et dont tu as très bien parlé. Mais Dirk, s'il n'y a pas cette bague, c'est quoi? C'est qui? Mais même les Dallas Mavericks. Dallas, bon, ils ont les Cowboys, ils ont plein de trucs, etc. Parce qu'après, on va parler du 1, là-bas, il y a une certaine Dallas ségrégation. Mavericks, ah bah oui, les Dallas Mavericks. Mais les Dallas Mavericks, Au niveau du basket, pas grand-chose. Ah oui, moi je suis d'accord. T'étais là en 2006 en finale face à Miami. A-t-on déjà vu des runs de playoff plus clutch et extraordinaires de concentration que Dirk Nowitzki en 2011? On a fait des classements, il est souvent bien classé. Hein, Dirk. Il est là. Mais on vient de parler d'Hakim 95. Et on vient de parler d'Anakin 95 et on va parler d'autres pépères là qui Voilà, vont arriver c'est ça. à peu près. Mais moi je pouvais Même Jordan évidemment pas 93, Jordan 93, sûr. quand tu prends le run de playoff en Non entier, mais il y en a. c'est n'importe quoi Mais les bien stats. sûr. Les stats, on dirait des stats de... Non, mais c'est- Tu sais, on dirait Cam Thomas dans le garbage time, quoi. Les stats. Non, bien sûr. C'est un truc de fou, l'autre il fait ça en playoff contre les Knicks, les Pacers, enfin bref. C'est incroyable. Dire que je pouvais pas le sortir du podium et je l'ai mis évidemment devant la bague des Spurs parce que aussi belle qu'elle soit, ce n'est pas la signification que ça représente et pour Dirk Nowitzki et pour les Dallas Mavericks et comme tu l'as, merci bien précisé, pour le basket au global, le basket européen, le basket dans sa globalité. Ah, clair. C'est assez extraordinaire. Heureusement qu'il y a eu ce qui s'est passé en 1 parce que sinon moi c'était dire que en fait c'est le numéro 1 tous les jours du classement une fois que tu as mis le numéro 1, tu vois. C'est mon numéro 2 mais c'est mon Non, mais numéro là, il 1. n'y avait pas de discussion. Mais il n'y sur avait pas de le numéro discussion sur le numéro 1 le 1. Je time. vais mettre le numéro 1. Il n'y avait pas de discussion, t'es d'accord? Ah bah non. C'est juste impossible de faire mieux, en fait. Je vois pas trop comment il va y avoir mieux dans le futur. Les Blazers de 77. Cavs 2016. Ouais, je pense que la plupart des gens, quand ils ont vu le titre, ils ont fait... Je pense qu'il y en a qui ont dû mettre peut-être d'autres mentions. Ouais, mais- peut-être tu peux aller, expliquez-nous comment vous faites pour mettre une bague devant celle des Cavs en 2016. Je pas. suis ouvert Moi, je suis pas trop... à la discussion, je changerai pas d'avis, mais je suis ouvert à la discussion. Sur celui-là, est-ce qu'on est vraiment ouvert à la discussion? Non, en fait, Moi, Alex, je te garantis que je suis pas ouvert à la Non, discussion. je suis pas ouvert. C'est la plus belle bague de tous les temps. J'ai même envie de dire, si on était taquin, je pense qu'on pourrait discuter de cette bague avec d'autres sports collectifs. c'est-à-dire après c'est différent parce que c'est Eh dur ouais, de mais- comparer les sports. Je sais, mais dans les plus grands moments vécus ensemble en direct et de la signification d'une bague, là, tu peux commencer à mettre plein de sports, si tu veux. La bague des Cavs de 2016. On n'est même plus sur un classement NBA. C'est chaud. C'est très très chaud. Il y a trop d'éléments, il y a tous les éléments. En fait, il manque rien du tout. C'est un film, c'est le plus beau film. Ouais, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. On a une très grande campagne de play-off de la part d'un des meilleurs joueurs, après vous verrez pour les classements, mais de tous les temps. Une immense campagne de play-off.
qui fait suite à un échec quand même assez cinglant lors des finales de 2015, même si les Cavs... Et lui s'est bien battu. Hein. Oh putain. Non mais il s'est bien battu, mais les Cavs dans l'ensemble, genre c'est 4-2 je crois. Oui c'est 4-2 parce que Delavedova et Mozgov donnent tout dans la bataille avec Ben Shepard. ouais voilà, donc ça arrache un 4-2. Mais Kyrie et Love sont blessés, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Finale de 2015 qui font suite au plus grand comeback de tous les temps là pour le coup. Le gars, LeBron, il revient dans sa ville après avoir selon certains trahi, selon d'autres fait un choix légitime. Non mais je m'en fous, en fait c'est pas vraiment le sujet. Il y a une trahison pour beaucoup de gens. Non mais oui. Il y en a d'autres qui vont t'expliquer que pourquoi pas, c'est l'ère moderne, tu bouges, puis mine de rien, ils sont allés 4 fois en finale, il a eu 2 bagues et tout, il a bien fait d'y aller. Bon, ok. En fait, bon, j'ai rentré le hit de 2013 parce que le titre est quand même assez incroyable quand même contre les Spurs, même si je sais que tout le monde va pas être d'accord là-dessus, mais en fait, tu as donc un comeback de fou malade. Ensuite, tu perds en finale, mais déjà, t'es allé en finale, c'est-à-dire que tu reviens en finale. Tu retournes en finale. On va me dire, oui, l'Est était faible et tout. Oui, Pistons et Hawks, c'est nul. Hein. Ça, oui, Pistons et Hawks, c'est nul. Les Raptors, c'est peut-être pas l'équipe la plus dure à battre du moment. Il fallait quand même les faire. Pistons, Hawks et Raptors, on a connu plus compliqué dans l'histoire des runs. D'ailleurs, on en a parlé toute la vidéo. Complètement d'accord. J'entends. Et pourtant, c'est numéro 1 sans aucune contestation possible. Oui. Parce qu'en fait, tu as le plus grand comeback de tous les temps en finale NBA. Donc non seulement tu as l'un des plus grands joueurs de tous les temps qui revient dans sa ville, qui ramène sa franchise en finale une première fois qu'il perd, qui ramène sa franchise en finale une deuxième fois, donc en 2016, sont menés 3-1 par une équipe qui vient de gagner 73 matchs en saison régulière. Ça, c'est face à qui tu joues, mon gars ? Parce que comeback, à limite, t'es mené 3-1, mais face à une équipe de 62 victoires. Mais c'est les Warriors de 2016. 73. T'es mené 3-1. Jamais une équipe n'est revenue de 3-1 en finale NBA. Face au MVP discutable. Jamais. Face à Steph qui est le premier MVP unanime de tous les temps là. La signification est folle. Ce Game 5 avec Kyrie et LeBron ensemble, 41 points chacun. Le Game 6 de LeBron, je vous invite à le revoir. C'est n'importe quoi le Game 6 de LeBron. Et alors son Game 7... c'est pas le plus beau match de tous les temps, ce Game 7, tout ça, on en a déjà parlé. L'autre, il est en triple-double, par contre. Hein. Il est en triple-double. Le Condor, qui arrive et qui contre Iguodala à l'extérieur, en Game 7. Tous les petits leaks qui sont sortis, les petits leaks de LeBron, qui, après le Game 5, dit « On va les fumer, ils sont fatigués, ça se voit et tout. » C'est n'importe quoi, cette balle. Bien sûr, c'est n'importe quoi. Tyronn Lue qui ouvre un sac et qui dit vous mettez tous $1000 là-dedans, je le planque dans le plafond, on reviendra pour le Game 7 et vous allez récupérer votre fric. Kevin Love en ISO sur Steph Curry, pas de problème, on y va. Alors que Kevin Love normalement c'est quand même un peu plus, il est plus proche du tréteau que du mec qui switch quoi. Tu vois. Sûr. Là il fait l'effort. Le shoot de Kyrie. Non, le shoot de Kyrie. Moi il y a 2 trucs qui me sont venus en plus de tout ce que t'as dit. Gérard à poil pendant 15 jours. Bien sûr, avec Obama. Non mais franchement. Tu remets ton t-shirt, Gérard. Il y a pas de souci, je suis en temps sur la 5e. C'est la plus grande bague de tous les temps. Et moi, il y a 2 autres éléments qui sont importants en plus de tout ce que tu as dit, qui est vraiment très juste. 1, la ville de Cleveland. C'est-à-dire que là, pour avoir des franchises et des équipes de daube qui ont été dans un seul et même endroit, c'est la bague salvatrice de toutes les blessures de Cleveland et de l'Ohio. Il y a eu des documentaires qui ont été faits sur la poisse des équipes à Cleveland. J'ai pas d'équivalent en foot limite. Il y a une équipe comme ça où franchement t'as 70 ans de nullité avec parfois des petites performances, mais sinon t'as jamais une bagouze, jamais un titre, rien, nada. Il faut que t'aies l'élu de la région qui vienne pour te mettre tout en haut de la montagne. Pour Cleveland, et je leur souhaite avec Evan Mobley et compagnie d'être champion un jour. Mais il va falloir se lever, mec. Pour aller chercher une nouvelle bague, que ce soit en foot américain, que ce soit en hockey, et en hockey sur gazon, en Quidditch même si tu veux. C'est extraordinaire. Et on vient d'en parler avec Dirk, on vient d'en parler avec Curry, on vient d'en parler pour d'autres. À partir du moment où c'est final, LeBron Jordan c'est comme as. Évidemment. C'est qu'on était en train de dire, bon il y a Jojo et puis on va voir là, la cour des grands là, parce qu'on a encore quand même en tête que 4 ans plus tôt, il y a les finales de 2011 avec LeBron qui a chié vénère. En sortie 2016, on a fait, bon, alors... Mince. Nous, on va faire un top 100 all-time. Ça vient de là. On a dit... Je sais pas si le top 100 all-time vient de là, parce qu'il y a quand même pas mal d'années plus tard. Non, pardon. Ça vient de là, le début de vraie discussion crédible de GOAT. Il n'y avait pas de discussion avant. Bien sûr.
Et ce que je veux dire par il n'y avait pas de discussion, c'est que des gens pouvaient discuter en bout de comptoir avec Karim, voilà. Bird et Magic, et voilà. Là, on a vu LeBron 2016, on a fait, mais attends, tu sais que l'autre, s'il continue, le salopard... Mais il continue, d'ailleurs. Mais il continue, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Du coup, bref, c'est un autre débat. C'est la plus grande bague de tous les temps. Il y a même plus de mots, en fait, parce qu'en fait, tu cherches des défauts. Donc, tu vas te dire, ouais, l'Est, ok. Bah, l'Est, c'est nul à chier. Ça, Ok. par contre, sur le parcours, c'est la pire. C'était facile à prendre, l'Est. Ok, l'Est était facile à prendre. Et ils ont battu Paul Millsap, Bismack Biyombo et Reggie Jackson. Et Demar DeRozan. Si, tout à fait. Je croyais que tu allais citer Demar, parce que normalement, dans ce genre de phrase, Non, tu mais mets il y Demar a DeRozan. aussi Demar et Carroll aussi, si tu veux. Ouais, voilà. Non, mais bien sûr. Sauf que derrière, en finale, ils ont la plus grande opposition. Ils réalisent le plus grand comeback. Tu as parlé de Cleveland. Et puis, surtout, le niveau de jeu atteint par un joueur all-time dans des finales all-time avec un comeback all-time, bah oui, ça débouche sur la plus grande bague de all-time. Bien sûr. Bien sûr. S'il fallait faire que des VHS ou des DVD de la NBA et dire il faut que tu regardes absolument ce film une fois dans ta vie, comme on l'a fait avec les matchs là, la bague de 2016, c'est un truc qu'il faut que tu vois une fois avant de décéder. Ouais, je suis d'accord. Après, tu peux mettre en effet Blues 96 avec un super finish et tout. Ouais, et puis après, il y aurait pu avoir. Dirk, Spurs, Pistons et tout. Ouais. Voilà, c'est ça. Ou je sais pas, ou si. Là, c'est un what if. Si les Cavs avaient réussi à faire l'exploit en 2018, tu vois, à battre les Warriors avec les playoffs que fait LeBron et la régulière qu'il fait, bien sûr. Attention, mais ça n'a pas été le cas. Là, ils ont réussi, en fait. C'est pas genre, il y avait un truc à faire, c'est ils l'ont fait. Et en fait, là, on vient de rosser l'histoire de la NBA. Personne n'a fait une performance pareille. Non, c'est le plus gros David contre Goliath de l'histoire. Personne. On peut pas. Puis avec la manière. Non, extraordinaire. Cavs 2016. Voilà. Boum. Vous vous débrouillez avec le classement, mais nous, on est d'accord. Le gros tableau, le voici avec donc le top 10 all-time des plus belles bagues. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Les Cavs de 2016, on veut pas de débat. On est pas de débat. d'accord sur le 1. Par contre, on a un 10 avec quelques similitudes, mais aussi des bonnes différences. Absolument. Dites-nous, vous, qui sont vos 10 plus belles bagues de tous les temps, ou même ne serait-ce que votre podium, ressenti, objectivité. Ce qui est sûr et certain, c'est que Léonce, Alex et Bibi, on vous souhaite une bonne semaine. On vous retrouve lundi prochain. Balancez vos commentaires, suggestions aussi de top 10 à venir. Des bisous, à lundi prochain. Ciao. Et ciao. Ciao.